Eh ben nous voilà en Pardon pour cette direct la fin des blagues. introduction. J'ai donc pendant ce temps-là, ça a été coupé ou non, mais du coup j'ai perdu 3-0 parce que j'ai rigolé 3 fois face aux blagues Ouais. de Véro. Nous en étions, bonsoir à tous qui vous nous rejoignez peut-être. Nous étions sur la présentation d'un fromage un peu particulier que Véronique nous a rapporté ce soir et qui s'appelle Véronique le. Le Mondeka. Alors, Qu'est-ce que c'est? le Mondeka, avant tout, c'est une marque de fromage, parce qu'il en existe plusieurs sortes. Pas énorme, mais il en existe plusieurs sortes. La fabrication est gérée par les moines de l'abbaye du Mondeka, en Flandre française, dans le village de Godvarsveld, entre Lille et Dunkerque. La première recette de fromage élaborée au sein de l'abbaye du Mondeka provient de l'abbaye du Port-Salut dans la Mayenne, pas juste à côté. Lorsque de nouvelles communautés de moines trappistes s'implantèrent ailleurs en France, les moines de Port-Salut les aidèrent en envoyant des religieux ainsi que la recette de leur fromage. C'est ainsi que naquit la famille des fromages trappistes. À l'origine, depuis 1826, la production dépendait d'un processus d'obtention fermier, de par le fait que la communauté exploitait les terres dépendantes de l'abbaye. Face au développement commercial de la production fromagère, des laits complémentaires furent achetés et furent collectés dans les fermes environnantes et assurèrent la demande en fromage. Depuis 2004, l'abbaye transforme 2 millions de litres de lait par année. La fromagerie est le principal gagne-pain des moines de nos jours. Au contraire de beaucoup de fromages du Nord, le Mondeka n'est pas un fromage fort, c'est-à-dire qu'on peut le déguster en toutes occasions. Pour parler un peu plus des moines, l'ordre cistercien de la stricte observance, c'est son nom, connu aussi comme trappiste, est un ordre religieux contemplatif de l'Église catholique romaine, composé de monastères de moines et de monastères de moniales. Voilà, bien distinctement séparés. Ils font partie de la grande famille cistercienne, dont l'origine remonte à 1098. Ça fait quelques années quand même. Comme cisterciens, ils vivent selon la règle de saint Benoît, et ainsi ils font aussi partie de la famille bénédictine. Leurs vies sont dédiées à la recherche de l'union avec Dieu par Jésus-Christ, dans une communauté de frères et de sœurs. Tous les monastères cisterciens sont dédiés à Marie, Mère de Dieu. La solennité de l'Assomption, c'est-à-dire le 15 août, c'est la fête patronale de leur ordre. Alors, leur règle peut se résumer en 3 choses simples. Alors, pour parler latin, ora, labora et lectio divina. Ah oui. Tout à fait. C'est que l'on peut traduire par prière, travail et lecture divine. Ah, je le savais. Ce qui n'est pas précisé, c'est que ils vivent en silence. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Il n'y a que le gars qui lit, en fait, qui parle. Hein. Il vient de m'y aller à tour de rôle, non? C'est compliqué. Mais je pense qu'ils sont heureux de lire, en fait. La prochaine fois, j'aurai le plaisir de vous présenter un autre produit issu d'une autre forme de vie monastique. Eh ben, merci Véronique. Alors sur le fromage, parce que je l'ai dans la main, on a un petit logo qui est le logo monastique, justement. Tout à fait. Et je crois que c'est toi qui nous l'avais partagé la dernière fois sur ce logo qui signifie qui. Alors c'est complètement créé par des moines, c'est C'est ça? ça. Ils peuvent avoir des employés, mais c'est géré par les abbayes. D'accord. Voilà. Et Et là, l'intégralité des revenus est reversée aux moines et à leurs employés. d'accord, ok. Alors vous avez deux autres logos dessus, c'est que vous avez Saveur en or, qui est, je pense, une appellation de produits typiquement du Nord, et vous avez un autre logo qui est le logo des moines, enfin des trappistes. Alors trappiste, ça veut dire que c'est un produit fait par les moines, C'est ça. tout simplement. Bon, c'est sous trappiste, c'est plutôt fromage et bière. D'accord. Alors, vous pourrez le déguster, le retrouver dans votre fromagerie. Si vous êtes dans le coin de Bouchain, il y a juste à côté de l'église une petite fromagerie qui est très sympa. Est-ce que le nom vous revient sur le plateau La fromagerie du Bastion. la fromagerie du Bastion, tout à fait. Vous pourrez déguster ce fromage qui est effectivement, on a la chance de l'avoir et de le déguster, qui est moins fort qu'un maroilles. Effectivement, qui va très bien sur un plateau apéritif comme on a juste sous nos yeux, et peut-être chez vous aussi d'ailleurs, si vous nous rejoignez. En tout cas, ils sont bons. Ça, je peux le dire.
Eh ben, merci Véronique pour cette présentation du fromage. Est-ce que on n'en profiterait pas maintenant pour basculer sur un petit jeu, si c'est possible, la régie? Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On est bien sur l'émission du plateau et vous êtes sur l'émission ce soir sur un thème cinéma. Alors oui, tout à fait. Là, je suis avec vous en direct. Alors là, on va faire un jeu qui est assez simple, somme toute très simple. Le but du jeu, c'est que vous allez avoir un synopsis qui va être décrit à l'oral. Vous allez devoir deviner à quel film il correspond. Vous avez chacun, chacune, un petit tableau sur lequel vous allez devoir essayer de noter le nom du film. Vous avez, à la fin du synopsis, 40 secondes pour pouvoir noter si vous ne l'avez pas encore trouvé. On commence par un simple. Normalement, il doit être facile à trouver. Je suis un enfant élevé dans l'ombre de l'ordinaire, découvre un monde de fantastique et mystérieux au détour d'un bar londonien. Entre les rues pavées et les couloirs d'une école, il plonge dans une aventure où la lumière et l'ombre s'entrelacent, le confrontant à des choix déchirants et à un destin qu'il n'aurait jamais imaginé. Alors, je ne sais pas si vous voyez aux caméras, Je peux le mais dire, nous sinon. avons des Harry Potter un peu partout, et ça tombe bien parce que c'était Harry Potter. On a commencé assez simple pour que tout le monde puisse trouver. Maintenant que vous avez compris, on passe à une un peu plus compliquée. Et la régie, j'en profite, vous pouvez aussi jouer en direct, soit sur Twitch ou sur YouTube, pour y mettre vos propres propositions dans le chat. Merci la régie, on t'écoute. Tout à fait. On n'hésitera pas d'essayer de jouer avec vous si jamais vous mettez des réponses. Alors, le deuxième. Je vais essayer de bien lire. Excusez-moi. Dans un monde où la réalité peut être manipulée, une équipe d'experts entreprend une mission complexe. Sous la direction d'un homme tourmenté, ils naviguèrent à travers des paysages oniriques. Défiant les limites entre l'imaginaire et le réel, chacun doit affronter ses propres démons, confrontant des désirs et des peurs profondément enfouis. Les frontières entre le rêve et la réalité s'estompent, défiant la certitude de chacun. Alors, est-ce que vous trouvez Alors moi j'ai mis Matrix, mais c'est sans certitude. Perception. Ah, Inception. Alors, on a Matrix, Inception. Est-ce qu'il y a des personnes dans le chat qui l'ont? Je ne vois pas de personnes mettant quelque chose. Alors, je vous confirme que Benjamin avait bel et bien la bonne réponse. C'était Inception. Alors, c'est- Inception pour les Inception. anglicistes. Ça c'est lié, d'accord, c'est... ah, Matrix, on n'était pas loin. Ouais, ça pouvait marcher. Ça pouvait marcher. Suivez le lapin rose. C'était pas le lapin rose, c'est le lapin blanc, je sais plus. En blanc, oui. Rose, c'est autre chose. Alors, la suivante. Pour les métros, ça. Attention, elle Attends. peut être compliquée. Dans un avenir incertain, une équipe d'explorateurs se lance dans un voyage de la dernière chance. À bord d'un vaisseau, leur quête pour sauver l'humanité les confronte à des choix déchirants et des sacrifices extraordinaires. Dans ce périple épique, des découvertes cosmiques et des rencontres poignantes les attendent. Alors que l'avenir de l'humanité est en jeu, ils affrontent l'inconnu avec courage et détermination. Entre les étoiles et les galaxies, ils cherchent désespérément un refuge pour l'humanité.
Ah, ça bosse dur. Hein. Est-ce que ça va le chat? Vous m'entendez bien ou pas? Moi, j'hésite entre plusieurs. N'hésitez pas à me le dire s'il y a des soucis. Moi j'ai une idée, mais de Alors, toute façon c'est un film est-ce que que j'ai pas vous avez vu. les réponses? Alors, on a un au secours de la Pierre-Marie. Vas-y, je tente celui-là, moi. Je tente le Star Trek. Écrit plus gros, Alors- on voit rien, on voit rien. J'écris plus gros. Dans Ah, les c'est pas chats, bête, ça. on m'a proposé les Gardiens de la Galaxie. On a Les Gardiens de la Interstellar Star et Trek. Star Trek. Alors, Véronique, tu as bien joué. C'était Hey. Interstellar. Et je l'ai même pas Interstellaire. vu. Mais ils cherchent pas une nouvelle planète. Merci le chat. Si la planète elle est en train de mourir, Oui, mais ils cherchent une solution pour pouvoir. oui, faire ou un un vaisseau endroit spatial. pour un nouveau refuge. C'est pas fou. Bon, Oui, moi je chipote, je on chipote. contrarie pas le monsieur qui est là-bas. Alors, la Régis, c'est la régie. quatrième. Alors, elle est plus facile, je pense. Ah, merci. Dans les rues new-yorkaises, une famille étend peu à peu son pouvoir. Entre les alliances fragiles et les trahisons déchirantes, chaque pas est une danse sur le fil du danger. Leur quête de pouvoir les plonge dans un tourbillon de corruption et de désespoir. Dans ce monde où la loyauté est sacrée et la vengeance implacable, les liens du sang sont à la fois leur force et leur faiblesse. Tu nous décris un Scorsese là? Je sais pas lequel. Désolé pour la lecture un peu difficile. Est-ce que vous allez avoir la réponse? N'hésitez pas à mettre dans les chats, dans les messages. Ah. Alors, nous avons Vendetta. Vendetta, Le parrain. le parrain et... Help. Et l'homme mystère. Alors, c'était le parrain. bien Ah bah sûr. voilà, je cherche Ah un là là, Scorsese, et c'était on pas a bien Coppola. fait on a bien fait de le faire venir, C'est simple. cet C'était invité. Coppola, c'était pas Scorsese. Ah oui. Alors, J'étais dans les films plus récents moi en fait. la suivante, il y en a certains qui doivent trouver. Dans le sud des États-Unis, un homme traverse les décennies avec une innocence et une sagesse. Excusez-moi. Tu triches Témoin de moments historiques majeurs, il laisse une empreinte indélébile Ah, là, sur c'est son pas vide. époque. Entre les champs de bataille et les podiums, il vit des aventures incroyables. Son cœur généreux et sa naïveté le guident à travers les méandres de l'existence. Dans ce voyage à travers l'Amérique, il rencontre des personnes marquantes et laisse sa marque sur le monde. Je tiens à préciser que je pense que mon voisin a triché. Mais non, j'ai pas regardé. Je force à pas tricher. Forrest Gump, immortel. Alors, c'est Forrest Gump. Ah, zut. Ça aurait pu Je l'ai être tenté. T'as chopé les synopsis où? T'as été sur un site particulier? C'est une écriture en symbiose avec Avec lui-même. ChatGPT. Ok. Bien Enfin, vu. avec Merci lui-même. ChatGPT. Si jamais tu aurais pu les prendre sur IMDb. Ouais, bah, j'y ai pas pensé. Je suis roux, hein, faut pas m'en vouloir. Non, t'es chauve. Oui, j'ai plus de cheveux, certes. Alors, dans les terres enchantées, une communauté hétéroclite se met en quête de détruire le mal. Guidé par un petit homme au cœur vaillant, ils entreprennent un périple. Entre les montagnes escarpées, les terres arides, des créatures sinistres et des forces obscures, leur quête pour sauver le monde les conduit à traverser des paysages majestueux et des batailles épiques. Alors que l'ombre du mal grandit, leur détermination ne faiblit pas. Car Non, mais leur tu pouvais destin- t'arrêter plus tôt. Hein. C'est bon, hein. On l'avait. Hein. On a des crampes là. Ah, écoutez, le Seigneur des Anneaux, oui. C'est même plus précisément la communauté de l'anneau. C'est écrit ici. Ah, bien joué. Un bon point en plus. Alors, Bien joué. LOTR, c'est quoi? Lord of the Rings.
Eh ben, sur le chat, il l'a Ah. aussi. Ben, j'ai reçu aussi la réponse. Bravo. Super. Bravo. Moi, j'ai précisé le film en plus, hein, je dis rien. C'est que c'est trop simple alors. On va tenter un Eh ben- peu plus. Bon, ça peut se tromper sur celle-là. Eh ben, bonsoir aux participants et bienvenue dans notre émission. Dans les rues sombres, un chevalier se lève pour affronter le mal qui ronge. Il incarne la justice, traquant le mal avec détermination et avec une détermination inflexible. Entre l'ombre de la nuit, Je mets peut-être trop tôt. il bat un ennemi C'est pas bête. insaisissable C'est et pas bête ce que corrompu. t'as mis. Sa quête de vérité le confronte à ses propres démons intérieurs. Dans un duel entre la lumière et les ténèbres, alors que la ville sombre dans le chaos, j'allais dire, le chaos. Ouais, c'est. Non, ouais. Je préciserai même The Dark Knight. T'as lu sur J'ai les. pas- Batman. Non, j'ai pas vu. Ouais, c'est ça. C'est le chevalier noir. Ah ouais, c'est pour ça, chevalier. Bah, vous m'avez eu, moi. J'étais parti sur un cheval, moi. Eh ben, merci pour cette mise en jambe, effectivement. Ouais. Bon, j'en sors peut-être quasiment bredouille. Je vais peut-être trouver un. Et du coup, c'était le cinquième élément qui est un film français, c'est ça? Oui. C'est un film français. Et du coup, Production américaine, mais réalisation française. Ah, tiens. Et le film, sur le film français en ce moment, est-ce qu'il y a des choses qui sont à l'affiche là, qui vous parlent là-dessus? Parce on a par exemple toujours le célèbre festival de Cannes qui met à l'honneur certains films, alors pas que français, mais il y a des choses à l'affiche en ce moment, vous qui suivez un peu plus l'actualité? Alors moi, j'étais une très grande cinéphile. Et bon, la vie étant ce qu'elle est, avec les enfants et la vie de famille à gérer, je suis plus rien du tout. Malheureusement. Ouais, bah, pareil. Parce que du coup, Après, il y a Nous les Leroy qui sort dans pas longtemps. Film réalisé par Ouais. Flaubert. C'est ça. Et disons que moi, je suis passé du film d'auteur à Kung Fu Panda et Shrek. Donc, bon, voilà. et qu'est-ce que c'est d'abord déjà du film d'auteur? Alors, il faut déjà le distinguer du film d'action, parce qu'en général, c'est pas trop mélangé. C'est plutôt un film qui va aller chercher l'intellect et qui va faire réfléchir sur une ou plusieurs valeurs en particulier et la profondeur de l'être humain, pour moi. D'accord. Effectivement, Kung Fu Panda, c'est peut-être pas forcément que du film d'auteur. Oui, où je vois qu'en Non, ce il y a moment, il y a un peu de SOS fantôme aussi, c'est pas... Voilà, c'est génial, mais c'est pas du film d'auteur. Parce que du coup, moi, j'ai été resté sur des films d'humour du style OSS 117 ou ce genre de choses-là, mais ça, c'est du comique. Alors ça, c'est... Ouais, mais il y a quand même, moi je trouve qu'il y a quand même de l'écriture dans OSS 117. C'est pas facile de faire rire les gens de cette façon-là. Moi je trouve qu'il y a quand même une finesse d'écriture. Alors, il y a des gens qui vont sauter au plafond, qui vont dire mais non, c'est gras, c'est grossier, c'est nul. Moi je trouve qu'il y a une grosse finesse Oui, mais dans il y a quand même OSS 117. Pour réussir à être aussi gras, aussi grossier C'est tout ça. le temps, il faut quand même un certain don. Voilà, tout à Une fait. certaine écriture particulière. Alors pour certaines personnes, ça peut ne pas plaire, mais faut quand même reconnaître qu'il a réussi à garder son. Enfin, moi je me souviens d'avoir vu OSS 117 au cinéma et d'en avoir pleuré de rire. J'ai pas eu cette chance. Il faut dire que ça fait allusion à un certain nombre de choses. Enfin, il y a un peu je sais que sur certaines scènes, il reprend des scènes qui ont déjà existé, mais à sa manière. Oui, bah, c'est un humour qui est très proche de l'humour des nuls en fait, quand on est un peu un enfant des années 90. Je trouve que c'est vraiment fidèle. Pour moi, le premier film OSS 117, c'est un fidèle héritier de La Cité de la Peur en fait. Mhm. Et le dernier film que vous avez été voir au cinéma, alors c'était quoi? Ah, moi, ça remonte à l'an dernier, c'était Spider-Man Ah si, je me suis... et Spider-Man Across the Spider-Verse. Ouais, et ça j'aurais bien aimé le voir, mais avec les enfants c'est compliqué. Oui, bah, Mais on l'a vu. là c'est compliqué en ce moment. Normalement, on devrait bientôt sortir la deuxième partie de ce film. C'est un film qui est fait en deux parties, donc tu arrives à la fin de la séance de 2 heures et tu regardes le film, tu fais.
Mais elle est où l'autre partie? Elle est où, il me reste une Ah, heure il de est, film il là. est très très bon ce film. Et t'arrives à la fin. Et le sujet, grosso modo, c'est quoi? Alors là, c'est sur le destin, où en fait le héros Donc c'est une suite de films, hein. Il y a déjà 2 films qui sont sortis. Le premier, c'est Miles Morales qui découvre qu'il a les pouvoirs de Spider-Man, et par sa faute, du coup, le Spider-Man actuel meurt. Et donc, il se retrouve à devoir engager ce rôle. Et il rencontre d'autres Spider-Man d'univers parallèles qui viennent l'aider. Et il apprend son rôle petit à petit grâce à son aventure. Et le deuxième film, il développe plus sur le fait que c'était une erreur qu'il soit un Spider-Man, il n'aurait jamais dû être un Spider-Man, et que maintenant que c'en est un, il y a des événements qui sont actés, qui vont lui arriver, et lui il dit non, je veux pas que ça m'arrive à moi. Ah oui, donc là, c'est la deuxième partie qui va arriver. C'est Et la celle. troisième partie, il a dit voilà, non, je vais me battre comme ça, donc la troisième partie, ça va être son combat contre. Ah oui, en trois émissions là, du coup, c'est un peu Intéressant, hein. mon destin, quoi. Je prends, enfin, je prends, Il n'y a rien qui est écrit en avance. Il y a des règles qui sont dites tout du long du film, mais qui a écrit ces règles? C'est pour lui, c'est un mec qui les a écrits, c'est pas forcément les lois de l'univers. Il va essayer de retrouver son propre chemin et ça se trouve ça peut s'arranger, ça se trouve non, on sait pas. ah oui, Faut voir, ça renvoie un peu aussi à soi-même, cette histoire-là. Faut pas rentrer dans les sujets comme ça en profondeur, hein. On pourrait faire des parallèles sur nos vies. Ouais, ouais. Bah, c'est le principe du cinéma. C'est pouvoir faire un parallèle avec sa vie tous les jours. Le cinéma, c'est juste un miroir de la réalité. On essaye de transcrire des choses qu'on vit pour qu'on puisse déjà s'identifier au personnage. Parce que si on n'arrive pas à s'identifier au personnage, c'est juste du divertissement. C'est plus du cinéma, c'est juste des films. Donc à ce moment-là, on est dans un film de cinéma d'auteur, mais Spider-Man, c'est pas de l'auteur. Oui, après, il y a toujours cette distinction que moi j'aime bien faire entre film et cinéma. Les films, ça serait les Avengers classiques ou alors c'est juste des films qui sont là juste pour le divertissement. Oh, il y a des combats, oh, c'est magnifique, ça raconte une histoire, oui, mais ça raconte pas forcément quelque chose d'humain derrière. Mhm. Mais après, il y a D'accord. des très bonnes vidéos sur internet sur est-ce que le cinéma il est mort aujourd'hui. Ah, mais Plusieurs tu vois ce chaînes que tu disais qui sur ont- Avengers, il y a quand même, sur les derniers Avengers, il y a quand même une grosse dualité entre le bien et le mal, justement. C'est choisir le bien, choisir le mal. Est-ce que le méchant est vraiment méchant? Est-ce qu'il a vraiment tort? Mais est-ce que sa volonté est bonne? Mais est-ce que c'est juste la méthode qui va pas, en fait? Oui, Parce oui, que détruire la moitié de l'humanité parce qu'elle est surpeuplée, c'est peut-être pas la bonne méthode pour résoudre les problèmes de famine et de guerre dans le monde. oui. Mais après, le Voilà. Mais développement des voilà, personnages. est-ce qu'il a vraiment tort? Et est-ce que c'est plutôt le moyen qui n'est pas bon? Oui, non, mais la question soulevée par ça est peut-être intéressante. Je dis pas le contraire, mais c'est juste que ce genre de question est noyé dans 3 films. Oui. Oui, C'est mais là le problème. ça te mène sur 3 films et je trouve que ça porte quand même à réflexion. Et c'est intéressant ce que vous dites parce que moi, de ce que j'en vois, de façon très éloignée, j'ai l'impression qu'en fait, quelque part, on noircit, je trouve, des héros qui étaient plutôt blancs et qu'en fait, quelque part, on a aussi tendance à faire des méchants qui finalement sont moins méchants. Ouais, c'est ça. Oui, Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez ou pas forcément? J'ai l'impression. Dans les Avengers, oui, parce qu'en fait, tu t'aperçois au fur et à mesure des films que Tony Stark est pas toujours tout blanc, même si ça reste le meneur et le héros des Avengers. À un moment, dans d'autres films, ils sont carrément séparés en 2 équipes et chaque équipe reste sur ses positions et ils se font la guerre. Il y a toujours un fond, je trouve. Alors après, ça reste du film d'action, mais il y a quand même un fond sur l'humanité et les réflexions qu'on peut avoir, les réactions de l'être humain. Ouais. Moi, je me suis demandé si c'était pas un peu, on n'avait pas fait un peu le tour des gentils contre les méchants. C'est pour ça qu'on colorerait ça avec ce petit grain de sel en fait, hein. Mais je sais pas si c'est vrai, hein, mais non, il y a toujours des œuvres qui ont essayé de faire un portrait d'un méchant qui n'était pas purement méchant, qui était gentil.
pour essayer de faire un peu cette limite, comme par exemple Batman, ça fait des années que il y a il y a une petite opposition entre Batman qui lui est un gentil mais qui est assez sombre et qui risque de basculer du côté méchant contre ses opposants des fois qui ont des justifications plutôt nobles mais qui font les mauvaises choses. Quand on repense à la vieille série, on avait par exemple, je me souviens plus de ce personnage, Freeze, t'es givré, Mr. Freeze. Mr. Freeze. Mr. Freeze qui faisait le mal, mais par exemple dans la série, il voulait sauver sa fiancée qui était morte. Ou des trucs Oui, comme ça. dans le film aussi, il est pas Dans le film entièrement aussi, méchant ouais. en fait. Hein. Il y a toujours une raison, mais voilà, on a toujours il y a du blanc dans du noir, mais il y a du noir aussi dans du blanc. On essaye de développer ça. Après, il y a des films qui essayent c'est quand même bien d'avoir aussi des films où il y a un méchant, il est juste méchant. Et les héros, des fois, soit ils sont juste gentils, soit ils apprennent à être gentils parce qu'il faut bien un gentil dans l'histoire. Il y a des films comme ça aussi. Moi, je pense notamment à Donjons et Dragons qui est sorti il y a pas longtemps, où le méchant, il est clair, c'est un méchant, il veut juste détruire le monde, il veut juste posséder les choses. Et eux, quand tu regardes, ils ont pas envie d'être gentils. On a même l'un des héros principaux qui était gentil, mais qui veut plus l'être parce qu'il a vécu des choses horribles. Mais faut bien un gentil dans l'histoire, donc cette équipe a essayé de se monter pour pouvoir dresser. Au lieu de remplir leur objectif, juste leur objectif qui était de sauver quelqu'un, ils vont sauver le monde en entier. Il faut bien un Mais je gentil. trouve que c'est pas une dualité qui est si récente que ça, parce que si tu regardes Star Wars, en fait, Anakin, Dark Vador, est pas foncièrement si méchant que ça. Tu l'apprends voilà, tu l'apprends au fur et à mesure. Et Luke, il est quand même tenté par le côté obscur de la Force pendant un moment. Donc, je trouve que cette dualité-là, Star Wars l'illustre très bien. D'accord. Oui, ok. Oui, vu comme ça, effectivement. Et en film qui vous a fait réfléchir sur la vie ou sur la planète, là-dessus, il y en a quelques-uns qui sont sortis du lot. Enfin, moi, pour la petite histoire, c'est pas forcément des films, mais sur des émissions aussi. Moi, je pense notamment à Ushuaïa, où je regardais ça et ça me faisait réfléchir sur à la fois la beauté du monde et puis aussi ses limites et notamment les limites humaines. Est-ce que vous avez des films comme ça où vous vous êtes dit, Ah, celui-là, Moi, je suis il m'a un peu interpellé? infiniment, alors, c'est un film comique de prime abord, mais moi, je suis infiniment touché par Forrest Gump. Alors, c'est pas le film le plus récent, hein. Mais donc Forrest Gump, ce personnage simplet qui fait rire tout le monde, est en fait un reflet de l'humanité et de l'Amérique à travers les époques. Je trouve aussi que le personnage de Jenny est très touchant, cette jeune femme un peu paumée qui expérimente plein de trucs et qui finit mal. Elle est très touchante. Je trouve que le duo Forrest Gump-Jenny, moi, m'a fait réfléchir sur beaucoup de choses et m'a fait grandir en fait, vraiment profondément, au-delà de l'humour qui est génial dans ce film, mais il y a vraiment une profondeur. Mhm. Donc là, on fait le top 3, c'est ça? Oh, non, pas forcément. Enfin, tu peux si tu veux, si tu as des séries de films, toi, Ah oui, non, que mais... qui te parlent, tu peux aussi nous le Ah dire. oui, non, moi aussi, il y a beaucoup de films qui m'ont fait réfléchir. Moi, je me souviens toujours, l'un de mes premiers films que j'ai adoré, c'était Scott Pilgrim versus The World, qui est pas un vieux film, mais qui date quand même quand j'étais au collège, ou donc ça remonte à, ouais, bien 10-12 ans, qui était du réalisateur Edgar Wright, qui a fait beaucoup de films aujourd'hui qui sont très très sympas. J'invite à regarder ceux qui connaissent pas. Euh, ouais, Scott Pilgrim, c'est un peu débile, hein. C'est le principe de Scott Pilgrim, c'était une comédie musicale où on remplace toutes les scènes de danse par des scènes de baston. Donc c'est lui qui est amoureux qui se cherche dans la vie. En fait, c'est un mec de 25 ans qui est dans un groupe de musique. Il cherche dans la vie, il cherche quelqu'un depuis une rupture assez difficile. Et il sort avec une lycéenne et il rompt avec cette lycéenne et puis il ressort avec une nouvelle fille et il tombe sur cette fille-là qui est Ramona Flowers. C'est adapté d'un comics semble hors de portée, qui ressemble d'un autre monde et tout ça. Et il essaye quand même de sortir avec elle et pour sortir avec elle, il doit combattre ses ex maléfiques et tout ça. Ces sept ex maléfiques
qui en fait ont chacun des soucis et des super pouvoirs, et lui il doit les combattre et il se rend compte que bah des fois c'était elle qui était en tort avec ses ex, des fois c'était lui le mec, et ça lui fait poser des questions sur ce que c'est d'être en relation. Et le dernier combat, il fait une réflexion, bah voilà, je me bats pour elle, je perds, mais si je refais ce combat et que je combats pour moi, et pas pour forcément elle, c'est pour mon honneur que je combats, j'arrive à gagner parce qu'il faut davantage se respecter que de respecter. Ah, je sais pas comment dire. Faut pas oublier la confiance en soi, faut pas s'oublier dans le processus et pas Ah oui, s'abandonner complètement dans la relation. Donc c'est des trucs qui mettent pas mal en ce moment. ça t'avait parlé. Ouais, ça c'est un vieux film que j'ai compris seulement à l'époque. Je faisais mais c'est débile, il y a rien de plus fort que l'amour que tu t'éprouves envers la fille, mais c'est vrai qu'il faut pas s'oublier dans la relation, ça c'est très important. Sinon, des films plus récents d'Edgar Wright que j'avais adoré, c'était Baby Driver. On suit l'histoire d'un jeune homme qui est handicapé, qui est sourd à cause d'un accident qu'il a eu quand il était petit, quand il a perdu sa mère. Et il s'est embarqué dans des trucs dans de la mafia à New York, new-yorkaise. Il se retrouve à devoir faire des petits jobs pour rembourser ce qu'il devait à un mec parce qu'il a abîmé une voiture il y a longtemps. Et il conduit pour ce mec-là. Et du coup, il doit faire braquage sur braquage sur braquage. Un jour, en fait, il en peut plus et il fait une action qui met en risque le braquage, mais qui du coup permet de sauver une vie. Et de, le- de là s'écoulent toutes les actions où il se fait pourchasser par un ancien collègue à lui, donc une personne qu'il aimait bien, qui se retrouve avec le méchant. Il est très bien ce film, hein. Ouais, très très bien. C'est un des meilleurs, un de mes films préférés. Ah, d'accord. Très émotionnel. Parce qu'entre deux, pendant qu'il faisait ses braquages, il a rencontré quelqu'un et il y a des scènes de tension où en fait il est avec ses collègues, donc des personnes qui sont mafieux, qui n'ont pas peur de faire du mal aux gens, et il se retrouve dans le café où cette fille elle sert, et ils sont ensemble et du coup il est en stress parce qu'il sait qu'il y en a un qui est nerveux et que si ça se passe mal, il pourrait très bien lui tirer une balle dans la tête sans hésiter, et du coup il est en stress, il veut qu'il essaye de les faire esquiver, et quand le mec se rend compte que bah, c'est sa copine, ça part en, en steak, donc il est en stress quoi de ça. Moi je me souviendrai toujours de cette scène, et puis la fin aussi qui est géniale où il se fait courser par un autre collègue. Et c'est vrai que sur certains moments de, de quelque part, au moment où on visionne un film, notamment quand on est jeune et qu'on le revoit pas plus tard, on le relit des fois pas pareil du tout en Ouais. fait, hein, des fois il y a des choses qu'on comprend mieux parce qu'on a plus le recul, ou à l'inverse, des petits détails qu'on n'a pas vus ou qu'on a interprétés d'une certaine façon et pas d'autres. Il y a un film, vous, qui vous a fait peur. Alors moi, je me rappelle plus du nom de ce film-là, mais j'avais été une fois au cinéma avec des amis et on devait aller voir un film et puis ça n'avait pas plu à quelqu'un. Donc une copine avait dit, ben, on va voir un film d'horreur. Je me rappelle plus du nom. Mais moi, j'en avais jamais vu. Et donc j'avais décidé de les suivre. Donc on était 5 ou 6 à aller ce soir-là au cinéma. Et on avait commencé à regarder ce film d'horreur. Et du coup, j'étais tellement pas à l'aise qu'à la moitié du film, j'étais sorti dans le couloir et j'avais passé une bonne partie dans le couloir parce que ben, pour moi, c'était une expérience, on va dire, troublante qui m'avait saisi. J'étais pas fan de vouloir y aller. Mais est-ce qu'il y a des scènes ou des moments particuliers où vous avez dit, bah, celui-là, je regarde pas jusqu'au bout, ou celui-là, je zappe, je coupe Ouais. Moi, je fuis les films d'horreur parce que je suis un peu comme toi. Je trouve que. Enfin, c'est pas mon truc, quoi. Moi je me souviens que c'était Pirates des Caraïbes 2. Quand il était sorti, on allait le voir au cinéma en famille. Donc j'étais assez jeune, je devais avoir 8 9 ans. Et la scène de départ, c'est Jack qui se fait menacer à mort d'être pourchassé par le Kraken. Et je me souviens que j'avais eu peur, mais peur du Kraken, j'avais pas envie de le voir. Donc j'avais dû sortir de la salle et on avait été regarder avec mon père un autre film à côté. Et ce qui du coup a créé une relation particulière avec le film en fait. À partir de ce moment-là,
pas traumatisé, mais t'as vécu quand même quelque chose d'intense sur le moment. Et je l'ai revu plus tard et je fais quand même, j'avais pas de quoi avoir peur. Mais pendant les quelques années après la sortie du film, quand je voyais des images, quand je voyais des trucs, je sais pas, j'avais cette relation particulière, ah oui, j'avais eu peur et tout ça, et c'est pas en négatif, hein, c'est pas genre, oui, je rebute ce film, mais bizarrement, ça m'intéressait plus Ouais. parce que j'avais eu peur. Ah oui, toi, ça t'a intéressé, ça t'a pas m'intéressait repoussé. plus. Quand je voyais des images, je me disais, ah, c'est dommage, j'ai loupé ça. Bah, cette envie de le revoir Voilà. justement parce que tu voulais vaincre tes peurs. Ah ouais, tiens. Ouais, ouais. Et du coup, quand on voit le Kraken dans le 3, j'ai fait, ah, c'est ça? Et j'ai rematé le deuxième après, et j'ai fait, ah, il est bien. Et il y avait combien de différence d'âge quand t'as regardé le 3 par Ouais, le rapport au 3, il moment? est sorti quelques années après, je sais plus, 3 Je sais ans plus. après. Plus de 3 ans. 2008 que 3? Je sais pas, je me souviens que je les ai tous vus, mais C'est pas 2009? Après, le troisième, on l'a pas vu au cinéma. Parce que du coup, comme j'avais peur du 2, on n'avait pas été voir le troisième au cinéma. Mais je l'ai revu un peu plus tard, du coup, à la télé. Mais c'est vrai que c'est de l'émotion, hein. Enfin, ça Ah oui, reste, oui. c'est du film, c'est une expérience aussi. Ça fait réfléchir. Moi, je me souviens aussi, pour l'anecdote aussi, c'est que quand j'ai commencé à voir la télé à la maison, parce que je l'ai pas eu tout de suite, hein, notamment enfin, voilà, toutes les chaînes, quand il y avait quelque chose, et j'en parle souvent, avec, on va dire, pas du stress, mais avec une ambiance où on sent qu'il y a quelque chose qui va arriver, mais Suspense. du suspense, merci, c'est le mot que je cherchais, du suspense. Je me souviens que les premières fois où j'avais la télécommande dans la main, je changeais de scène le temps que le suspense se passe. Et voilà, et après on s'habitue, mais il y a des choses autant des fois dans les films où ça me bouscule ou ça peut m'interpeller. Et il y a d'autres choses des fois où comme le coup du cinéma où tu le dis aussi, et ça nous bouscule plus, ça nous bouleverse, quoi. Enfin, c'est au-delà de ce qu'on a envie de vivre et c'est une expérience qui est pas forcément à ce moment-là super agréable. Moi, je sais, l'un des derniers films qui m'a vraiment marqué, j'ai vu il y a pas si longtemps, l'an dernier. C'était Le secret des Marrowbones. En fait, on suit l'histoire d'une famille d'enfants qui ont acheté une maison, qui sont retournés dans leur vieille maison d'enfance avec leur mère. Sauf la mère n'a pas déclaré que les enfants étaient là. Elle a déclaré qu'elle était là, qu'elle était responsable de la maison. Et donc, un jour, cette mère, elle décède. Et donc, ils se retrouvent à gérer la maison, et faire croire à tout ce qui est autour, aux policiers et tout ça, à tout ce qui est. J'ai plus le mot. Les autorités, oui. Locales, voilà, merci. Tout ce qui est les autorités locales, à faire croire que la mère était encore en vie. Et quand on regarde le film, on se rend compte qu'ils ont des frayeurs parce que c'est encore des enfants, qu'il y a une sorte de créature qui se balade dans la maison, et ils en ont peur, à tel point qu'ils cachent chaque miroir. Quand ils ont un miroir, ils le cachent parce que sinon le miroir se brise ou ils ont peur qu'il y a quelque chose qui en sorte. c'est horrible. Et quand on regarde le film, il y a un léger twist à la fin qui fait que tout a du sens et on apprend le secret et c'est bouleversement psychologique. Donc moi un truc que j'adore, c'est bien sûr, je cherche souvent, j'adore les relations amoureuses dans ce genre de film, où le plus grand des garçons, il tombe amoureux d'une fille qui travaille à la bibliothèque du coin. Cette fille, elle a des avances à longueur de journée par un mec, mais il commence à sortir avec elle. Et on voit que la famille, elle se comporte mieux quand elle est présente que quand les hommes ne sont pas là. Quand elle n'est pas présente, tout se passe mal, mais quand elle est présente, ça va mieux. Donc cette fille-là, elle permet d'un peu apporter de la paix à la maison, mais des fois, quand elle n'est pas là, ça peut être catastrophique. D'accord. Mm. Alors, s'il y avait un top 3 dans les Ah, films, là, Ah bah attends, qu'est-ce moi, que je me suis fait une vous, anti-sèche. qu'est-ce que vous mettriez? Moi, en 1, je suis très comédien. Le premier, le suspense, meilleur. le suspense. Tu commences par le top 3, c'est pas le Ah, suspense. on commence par le 3. Alors, le 3, bah, là, c'est pas. Alors, c'est une comédie mais qui se finit plutôt très mal. C'est La vie est belle de Roberto Benigni. Ah oui, Voilà, Ah sur oui. l'horreur des camps de concentration et ce papa qui se dévoue entièrement à son fils pour ne pas le faire souffrir et qui le laisse dans un imaginaire afin de ne pas traumatiser l'enfant. ouais, jusqu'au bout. Ah ouais, jusqu'au bout. Et alors avec une fin
horriblement tragique. En fait, c'est la première fois que j'ai pleuré devant un film. Et ben, tu sais quoi, le bruit à la fin, au moment de la mort, ce coup de feu là, cette série de coups de feu, c'est resté dans ma tête longtemps. Ah ouais, moi c'est. Alors j'ai attendu le générique, mais je me suis effondré. Mais vraiment effondré. Je trouve que c'est un papa qui va se dévouer comme ça pour son enfant, c'est tellement magnifique, c'est tellement beau. Et puis bah, là, c'est tellement triste aussi au vu de la Oui. situation que. euh, qu'on ne ressort pas intact Oui. d'avoir vu ce film en fait. Et ce qui est magnifique aussi, c'est qu'en fait, je trouve dans ce film-là, alors j'en connais pas beaucoup, mais du coup, tu me tends une perche, c'est ce qui est fou, c'est de se dire qu'en fait, dans la réalité du monde, il y a des gens qui sont dans l'horreur et qui arrivent aussi On a trouvé de à la des beauté, fois ouais. à en rire, quoi. Ça, c'est un truc que ça m'avait secoué. Et toi, Benjamin? Peut-être. Ouais, on fait comme ça. Oh, comme tu veux. Le top 3, c'est compliqué parce que j'hésite entre plusieurs films. Bah, le Si 3. tu veux, je peux poursuivre et puis tu reprends après. Vas-y. Alors en 2, bah, j'en ai parlé tout à l'heure, pour moi c'est Forrest Gump, qui Ouais. est un des plus beaux films, une des plus belles réussites du cinéma mondial, pour des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et en 1, alors là on est vraiment sur de la pure comédie, pas très intello, mais qui me fait hurler de rire, c'est La Cité de la Peur. Vraiment les nuls, enfin l'humour des nuls me fait rire. Et c'est même un film que je regarde pas en présence de mon mari, parce qu'en fait je connais tellement par cœur, je fais des dialogues qui supportent Tu pas. fais les dialogues, ouais. Et j'ai la même chose, moi, par exemple, certaines choses dans les dessins animés des Astérix. Mm. Ah, Notamment pareil. Astérix et Cléopâtre. Ah ouais, c'est vrai. En fait, je me souviens qu'avec mes frères, on pouvait quelque part refaire un peu quasiment tout le film parce que dès que quelqu'un avait pas la phrase, l'autre l'avait. Et c'est ça. des films qu'on a Celui-là regardés, nous, et- gamins, en boucle. Et les 12 travaux d'Astérix. Et 12 travaux, ouais. Suivez le guide. A38. Non, Le attends. laisser aller A38. Eh ben merci. Pour mon troisième, j'en choisis un, mais il y en a beaucoup de cette série de films, de ce réalisateur que j'adore. Je mets Scott Pilgrim, j'en ai parlé tout à l'heure. Soit c'était Scott Pilgrim, soit c'était Shaun of the Dead. Excellent. Mais oui, Excellent, mais c'est formidable ce film. Shaun of the Dead, oui, c'est Oh, c'est c'est très drôle. formidable. C'est du zombie humoristique où la fin, moi j'adore la C'est fin. un humour très 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 britannique absurde. qui me fait mais aussi hurler de rire, quoi. Où le meilleur ami devient un zombie et du coup à la fin, il y a des zombies domestiques, c'est très donc Scott Pilgrim en troisième, deuxième Baby Driver. Ça c'est un de mes meilleurs films dans la réalisation, dans les stunts. Faut savoir que l'acteur qui a fait Baby Driver a pris des vraies leçons de conduite, de drift et tout ça pour pouvoir faire les stunts du film, ce qui donnait des plans assez chouettes où on avait la caméra qui rentrait dans la voiture en même temps que le stunt était fait. Donc on avait des prises de vue réelles qui n'étaient pas possibles si tu avais une personne qui faisait le doublage, Oui. qui faisait les stunts. Un stuntman. Alors, un stunt, c'est quoi? Un cascadeur. Un Une cascade. 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 Un cascade. Ah, mais vous êtes Un moderne. cascadeur, quoi. Oui, je cherche. Voilà, s'il y avait un cascadeur, ils n'auraient pas pu faire le plan de la caméra qui rentre dedans. Oui, d'accord. Ah, il est génial. Il est Ouais. tellement bien réalisé, ouais. Ouais, bah. Edgar Wright, c'est un de mes réalisateurs préférés, c'est pas pour rien. J'aime tous ses films. Scott Pilgrim, c'est un de ses premiers, c'est le deuxième. Avant, il y a Shaun of the Dead. Hmm. Puis après, Hot Fuzz, Dernier Peuple pour la fin du monde, Baby Driver et Last Night in Soho. Ouais, C'est le ouais. film Last Night in Soho qui est sorti il y a 2-3 ans. Ça date un peu. Sinon, en premier, ben, là, j'hésite entre deux films aussi. Je dois les mettre. J'hésite. En fait, c'est plus un top 3. C'est plus un top 3. C'est un top Un top 10. Premier ex aequo, moi, c'est Split et le secret des Marrowbones que je vous expliquais tout à l'heure. Split, qui est deuxième film de la série des super-héros de Incassable. Il est Glass. très dur ce film, hein. Split, oui. Oh, ouais, Moi, c'est pour très ça que très j'adore. dur. Très très dur. Parce que en quelques mots, ça parle de Alors, quoi? Split, ça parle de 3 jeunes filles qui se font kidnapper
par un psychopathe. Et plus on avance, plus on découvre que le psychopathe, en fait, il est schizophrène. Et donc, il a plusieurs personnalités. Et parmi ces personnalités, il y en a 3 qui l'ont kidnappé, qui ont kidnappé les filles. Le reste sont des mecs cool. Sauf que c'est ces 3-là qui sont en vigueur et c'est elles qui possèdent ce qu'ils appellent la lumière. Donc quand ça a la lumière, c'est ceux qui sont au centre et qui peuvent prendre possession du corps. Mm. Et donc ces 3 personnes-là ces 3 personnalités-là se font appeler la Horde parce elles sont là pour prévenir un plus grand mal qui va arriver, qui s'appelle la Bête. Et la Bête, c'est une personnalité qui est monstrueuse. Elle a des os surdéveloppés, elle fait 2,50 m. La Bête est censée être un surhomme. Et tout du long du film, on développe l'idée que il y a des personnes qui sont atteintes de ces maladies-là, qui peuvent avoir des sortes de mutations génétiques, parce qu'en fait, il y a une personnalité qui va avoir le diabète, et elle doit prendre des piqûres pour avoir le diabète et tout ça, pour pouvoir lutter, et une autre personnalité, pas du tout. Qu'est-ce qui change? C'est le même corps, c'est le même truc. Et justement, la Bête, en fait, c'est censé être une personnalité qui peut arracher un membre humain C'est comme si c'était juste un bout de pain. Ils le rompent comme ça. Et plus le film avance, plus on a cette peur qui vient. Jusqu'à que la Bête, elle sort et que là, c'est un carnage total. Et la Bête, elle est censée annoncer que tous les blessés seront libérés et qu'il dévorera tous ceux qui ont vécu une vie trop facile. Mais quand on parle de dévorer, c'est un peu littéral. D'accord. Mais tu vois, c'est un Marvel et c'est pas si simple. C'est pas un Marvel. Si, c'est un Marvel. Si, c'est un Marvel. Si, c'est un Marvel. Oui, mais c'est pas. C'est Sony. Ah, c'est pas la saga. C'est pas la saga Non, Marvel. mais c'est un Marvel. MCU. Oui, bah c'est adapté de 3. C'est une trilogie. C'est la trilogie Glass Incassable. Incassable qui est un plutôt assez vieux film. C'est la suite d'Incassable en fait. Oui, c'est la suite d'Incassable. Je sais pas si t'as vu ça, Incassable Pierre-Marie. Non. C'est plus de ta génération normalement. Mais je crois que j'ai plusieurs générations de retard. Non, mais c'est mon père qui parlait beaucoup de ça. Ah oui. Oui, où c'est un homme. Il est beaucoup plus regardable. Oui. Split, c'est un film d'horreur. Non. Et, Moi, j'aime Incassable, pas les c'est- films d'horreur, mais Split, ça va. Ça dépend où on fixe la notion de la peur en fait. Ouais. C'est vrai que c'est relatif. C'est fort gore hein, des moments. Hein. Oui, mais c'est pas fait dans le c'est pas fait dans le but de faire peur ni d'être dégueulasse en fait. C'est Oui. Oui, c'est Voilà. pas dans la C'est- surenchère horrifique qu'on a voilà. aujourd'hui, mais On est plus dans le psychologique. Moi, dans les films que moi j'ai apprécié, c'est alors en troisième, je mets en ex-aequo un film que j'ai revu il y a pas longtemps d'ailleurs avec les enfants, c'est Mary Poppins et je le trouvais très très sympa dans à la fois le réel et le virtuel mélangé. C'est très très enfantin, mais j'aimais bien revoir là récemment le message des deux Pence et ce qu'on en fait, et ça m'avait beaucoup parlé, même après, hein, en le revoyant bien des années plus tard. Et la mélodie du bonheur, c'est quelque chose qui est très enchantant en chanson, et moi je suis quelqu'un d'assez doux, hein, rien qu'avec ces deux films vous devez vous rendre compte. Sinon, j'ai beaucoup aimé aussi toute la série de la Septième Compagnie. Le, le troisième film avec à la fin ils font demi-tour pour aller poser une mine, moi c'est un truc où j'en ai pleuré de rire hein, C'est là-dessus. excellent. Et en première, alors là ça va aussi avec mon histoire parce que je voulais, moi quand j'étais ado, je rêvais d'être pilote de chasse, donc forcément il y avait Top Gun et ça c'est quelque chose qui m'avait beaucoup parlé, et j'aimais bien aussi à la fin du film la décision de rentrer ou pas dans le combat. Mais ce qui était rigolo, c'est que j'ai découvert avec mon filleul en fait qu'il y avait eu un Top Gun 2 qui était sorti récemment, et que un petit bonhomme de 3 ans regardait ça quasiment par cœur. Donc j'avais bien aimé le clin d'œil sur ça. Et il est excellent d'ailleurs le 2. Hein. Je l'ai pas encore regardé. Vraiment, souvent les suites sont décevantes, mais alors là, pas du tout. Ouais, il est vraiment génial. D'accord, moi c'est Je te le ce que tout le monde dit. Ah ouais, ouais. Eh ben merci pour le premier partage. Est-ce que on basculerait pas sur un jeu, un second jeu, si ça s'envisage au niveau de la régie?
Ou alors, peut-être que juste avant, est-ce que Elle avait un petit jeu à faire, elle avait peut-être un jeu ou une chronique? Qu'est-ce que... Oh, oui, c'est pas vraiment un jeu, mais alors comme on est un petit peu dans le cinéma aujourd'hui, moi je vais dévier sur un personnage qui n'est pas. Enfin voilà, je vais vous faire deviner quelqu'un qui est apparu à l'écran. Voilà, je vous dis pas si c'est le cinéma, je vous dis pas si c'est la télé, je vous dis rien. C'est quelqu'un qui est apparu à l'écran. Beaucoup de fois. Alors, à votre avis? Donc, vous savez que moi, mon dada, c'est un petit peu de faire des chroniques sur les histoires des saints et des saintes bien connues. Si je vous dis une femme de caractère, alors Benjamin n'a pas le droit de jouer, c'est Pierre Marichou. Ah. Je te parle d'une. Si je te Ça va être dis dur. que c'est une femme de caractère, qui n'a pas connu d'homme, qui se coupe les cheveux, porte des vêtements masculins, une armure, s'illustre à la guerre. Elle est loyale, têtue, honnête et déterminée. J'en connais une, mais apparemment, je crois qu'elle est sainte. Alors? Je dirais Jeanne d'Arc. Eh bien, non. Non? C'est Brienne de Tarse. Ah! Oui, c'est Jeanne d'Arc. C'est Jeanne d'Arc. Mais pourquoi j'ai choisi ce personnage? Parce que vous êtes peut-être nombreux à avoir vu la série Game of Thrones. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les personnages principaux sont inspirés de personnages historiques. Alors, nous, comme on est une émission plutôt catho, j'ai choisi Brienne de Tarse parce que c'est Jeanne d'Arc. Mais en fait, il n'y a pas qu'elle. On peut voir aussi, parce que beaucoup de personnages de fiction, notamment dans le cinéma, aussi bien dans les séries, enfin tout ce qui apparaît à l'écran, sont inspirés de personnages historiques. Donc Brienne de Tarse, quand vous avez vu Game of Thrones, effectivement c'est tout à fait Jeanne d'Arc. Mais vraiment, enfin, ça saute aux yeux. Si vous prenez Daenerys Targaryen, essayez de comparer son histoire avec celle de Cléopâtre, et pareil, ça va vous sauter aux yeux. Daenerys, c'est Cléopâtre. Cette fille du roi fou, dernière représentante de la maison, elle veut reconquérir le trône. Voilà. Geoffrey Baratheon, ce jeune roi complètement perturbé, complètement fou, on peut tout à fait le comparer à Néron, qui avait mis le feu à Rome et qui s'en est délecté. Tyrion Lannister, le nain malin, qui se sort de toutes les situations. C'est Machiavel, voilà, très cultivé, très très malin, qui va toujours arriver à son but en manipulant qui de droit. C'est vraiment Machiavel. La petite Arya Stark, vous pouvez la comparer à Catherine de Médicis. Vraiment, très maligne, très documentée, très rancunière aussi. Voilà, on fait vraiment des parallèles. Sans entrer dans les détails, vous pouvez voir aussi entre Marguerite d'Anjou et Cersei Lannister des grandes similitudes. Et Jon Snow. Alors ça j'aime bien aussi. Jon Snow, vous pouvez le comparer à Guillaume le Conquérant parce que Jon Snow, c'est le bâtard parti de rien qui devient quand même le roi. Enfin, voilà. Et c'est exactement l'histoire de Guillaume le Conquérant. Aussi au niveau des événements, si vous avez vu Game of Thrones, vous avez vu l'épisode des Noces Pourpres, qui pour moi le pire épisode de la série, qui est vraiment à la limite de l'insoutenable. Cet épisode où les gens se font égorger à l'occasion d'une noce. Voilà, il y a des noces royales et ça finit dans un bain de sang. Est-ce que ça peut vous faire penser à un événement de l'histoire française? Ah bah, je pensais que tu allais me dire la Saint-Barthélemy, Et mais... ben voilà, c'est la Saint-Barthélemy. C'est vraiment, il y a un parallèle entre les Noces Pourpres et la Saint-Barthélemy. Et je trouvais ça intéressant. Alors je me suis appuyé sur Game of Thrones, mais j'aurais pu m'appuyer sur n'importe quelle autre série ou film pour vous démontrer qu'en fait, il y a des parallèles entre l'histoire vraie et la fiction, et qu'on peut trouver des personnages réels ou ayant, enfin, vivants ou morts, qui sont inspirés qu'on retrouve dans les fictions. Voilà, et je trouvais que c'était sympa d'en parler. Ah bah oui, bah, tout à fait. Je te remercie pour l'approche. Et du coup, je me permets aussi de poser la question à ceux qui nous suivent s'ils veulent répondre sur le chat. Mais quand tu me parles de Game of Thrones, moi j'ai une question derrière, c'est peut-on quelque part tout regarder? J'ai pas de réponse moi-même, mais par exemple Game of Thrones, pour reprendre la chose, alors tu fais des parallèles vachement intéressants sur le côté de personnages et qui ont toute une personnalité assez dingue.
la fois positive, enfin, ou alors très, très noire. Mais on voit aussi dans Game of Thrones facilement du sang et des détails morbides. On voit aussi beaucoup de sexualité. Oui. Quelque part, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui nous suivez, mais également vous sur le plateau, sur est-ce que du coup, c'est des choses qui sont regardables à tout âge, votre Alors, avis, c'est bien, là, je c'est pas t'interromps, bien? c'est pas à tout âge, hein. Ouais, c'est pas à tout âge, Non, d'accord, c'est pas ok. du tout à tout âge. Que Non, ça- voilà. Game of Thrones, c'est quand même une série très violente, avec effectivement beaucoup de scènes de sexe, une violence gratuite. Il y a énormément de sang, de guerre, de torture, aussi bien physique que psychologique. C'est une série très intéressante, mais si vous n'êtes pas prêt, ne la regardez pas, vraiment, vraiment. Et il faut savoir la regarder avec beaucoup de recul. C'est une série qui fait face à tout ce que l'humain a de pire en lui. Mais en même temps, il y a des personnages qui sont formidables, comme justement Jon Snow, parti de rien, qui va se relever, qui va tout conquérir. Euh, Ensuite, on a Daenerys, qui finit pas très bien, mais qui est quand même une petite fille au départ, un peu mariée de force, qui finalement, juste après son veuvage, va se relever, va aussi reconquérir ses terres, alors que ses ancêtres n'étaient pas des gens très équilibrés, mais elle-même, elle est conditionnée et elle fait ce qu'elle peut et elle le fait bien. Le personnage d'Arya Stark, c'est mon personnage préféré. C'est pareil, c'est cette petite fille qui voit mourir son papa, qui essaye de rejoindre sa maman. Sa maman meurt lors des noces funèbres. Et elle va s'en relever et elle va devenir une vraie guerrière. Elle va badass, comme on dit. Et enfin, de toute façon, c'est elle qui sauve tout, hein. C'est cette petite fille incroyable qui va grandir et qui va vraiment devenir quelqu'un de fort et un appui fantastique. Voilà. Alors, il y a aucun personnage n'est tout blanc. Alors, il y a des personnages qui sont tout noirs, ça, on ne veut pas dire le contraire, mais aucun personnage n'est tout blanc. Et on arrive quand même à voir des choses. Enfin voilà, on voit du courage, on voit de la ténacité et surtout de l'espoir, beaucoup d'espoir dans cette série. Dans cette Mais série, tu vois beaucoup d'espoir. il y a beaucoup d'espoir. Mais ne regardez pas si vous n'êtes pas prêt, honnêtement. Et je pense qu'il faut le réserver à des personnes majeures. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait de la notoriété de Game of Thrones alors du coup c'est ce Bah, c'est ce qu'elle vient de dire, c'est violent et c'est. C'est épique. C'est vraiment C'est- c'est quelque chose d'épique, hein. À la période à laquelle c'est sorti, il y avait peu de choses qui se permettaient d'être autant dans le violent, autant dans pour adultes, quoi. À l'époque, c'était beaucoup de séries un peu rigolotes. Voilà, c'est Un une peu moins épopée, sérieuses. je pense que c'est une épopée médiévale un peu fantastique, parce que ça se déroule pas dans le monde réel. Il y a un peu de fantastique, pas énorme, mais c'est surtout une grande épopée médiévale en fait. Mais avec toute la noirceur de l'être humain qui est ressortie. Euh, Même dans ce qu'on nous montre, il y a beaucoup de choses qui sont quand même édulcorées. Là, il n'y a pas. Et c'est très brut, c'est très cash. Ouais, d'accord, ok. Je, je comprends là-dessus. On va peut-être pouvoir faire une transition sur un autre jeu si la régie se sent prêt. Vous êtes toujours avec nous pour cette. Maintenant, on a basculé dans la seconde partie du temps, hein. J'espère que vous êtes posé tranquillement chez vous, que vous nous écoutez tout en faisant quelque chose ou pleinement assis. Vous êtes sur le plateau, l'émission. Cato avec le thème le cinéma de façon générale ce soir. Est-ce que la régie est prête pour un second jeu? Alors ouais, la régie est prête et juste avant, j'ai reçu un message pour une personne qui participait et quand on a donné notre top 3, une personne nous a dit dans le top, c'est la tour infernale. La tour infernale ou la tour Montparnasse infernale? La tour infernale. Ah. Avec le grand acteur, comment il s'appelle j'ai un trou de mémoire. Oui, Il va nous répondre aussi. Alors, pour le jeu, je vais vous proposer un jeu qui est très simple. C'est un jeu de devinette. On va devoir deviner quelle est la religion. Vous allez avoir des films
des noms de films et vous allez devoir déterminer si la religion dans cet univers, elle est la chrétienne ou elle est autre. Si vous me dites qu'elle est chrétienne et que vous avez bon, vous avez un point. Si vous me dites qu'elle est autre et qu'elle est bonne, qu'elle est autre, vous avez un point. Et si vous me dites le nom de la religion ou la spécificité de cette religion, eh ben, vous avez 2 points en plus. Ça Et va, c'est donc quand compréhensible? c'est chrétien, on a 2 points en plus en fait. Non, vous avez 1 point. Malheureusement, c'est trop simple sinon. On met tout? Alors, devine la religion du film Le Roi Lion. Quelle est la religion dans l'univers du Roi Lion? Alors moi je le sais, et de toute façon, si vous n'êtes pas content, je vous démontre que j'ai raison. On a intérêt à être content. Alors, on a Cato, Benjamin qui a écrit Chrétienne. chrétienne et chrétienne. Alors, en soi, dans le Roi Lion, dans la savane, la loi de la savane, c'est tout revient à la terre et la terre retransmet à... C'est le cycle de la vie. C'est ça qui est représenté dans le Roi Lion. Normalement, c'était la bonne réponse, c'était le cycle de la vie. Et en soi, c'est normalement ce qui est dedans. Alors après, Alors le Roi Lion, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est du Shakespeare. C'est Hamlet, hein. C'est Hamlet. Et Hamlet, c'est chrétien. ouais, mais C'est- pas la c'est même, d'inspiration. le Roi Lion. C'est Shakespeare, c'est d'inspiration chrétienne. Ça, tu Moi, peux ce qui m'a pas- marqué dans le Roi Lion, c'est 2 choses. Attention, C'est- c'est pas parce que c'est inspiré chrétien que ça veut dire que c'est chrétien. Ah, mais Attends, mais je suis désolé quand C'était Shakespeare. Simba il regarde, c'est bizarrement l'enfant élu et qui regarde le ciel pour parler avec son père. Alors moi, j'ai inspiré la même chose que ça. C'est C'est ce que du j'allais Shakespeare. ce que j'allais te dire. C'est au moment où il, quelque part, il naît et que l'enfant est tendu et élevé C'est la devant les symbolique autres du baptême. et de la symbolique C'est du baptême avec exactement la symbolique du l'espèce Attention, d'encre la rouge là, qui est mise question- sur leur front. La question n'est pas quelle est l'inspiration, mais quelle est la religion de travers là. Ah, Ah, il n'y a pas de religion. n'est pas, elle est certes inspirée. Les lions chrétienne, n'ont pas de mais religion. elle est reconnue comme Le étant message- la première chose qui raconte à Simba quand même, c'est le cycle de la vie. Bah oui, En vous, fait, vous êtes en direct sur le plateau Cato. On va forcément voter un petit peu pour notre paroisse. Allez, la seconde. La religion de l'œuvre. pas de l'œuvre, dans l'œuvre. Ah. C'est une nuance. Hein. Parce Ouais, que ça mais transmet un message chrétien, mais la religion dans l'œuvre, effectivement, c'est le cycle de on l'œuvre. a raison quand même. Oui, moi je m'accorde. Allez, la régie, sais la pas, seconde. ça me dit, C'est parce que t'as triché. mais- Alors, comme deuxième question, pour le deuxième film, Donc c'est dans l'œuvre. Hein. attention, dans l'œuvre, Twilight. Alors, Oh purée. C'est une Le question. 1, le 2, le 3. Ah bah, les trois en soi sont toutes plus ou moins la même réponse. Hein. du coup, Toutes la même réponse. Tu vois là, tu vois. Geoffrey? oui, oui, Ouais, ouais, j'ai vu. parfaitement. Il y a une caméra sous la table. Ma bière. T'as mis une caméra dans la Voilà, j'ai mis tout alors. Attention, il nous manque Pierre-Marie. Quelle est la religion dans l'œuvre? Du coup, tu me perturbes avec ta religion dans l'œuvre. Moi, Dans l'œuvre. je suis perdu. Principale, la religion principale quand même. Hein. Voilà, c'est quoi? Alors, J'ai mis réincarnation, mais je sais pas si c'est bon. Ouais, Benjamin. Moi j'ai mis chrétienne Chrétienne. parce que t'as une sorte Et de- Véronique? Il y a des loups, il y a des loups-garous, il y a des vampires, mais il y a surtout des Amérindiens Il y qui a pratiquent surtout une aussi- religion amérindienne. Ouais, mais il y a surtout, ils sont aux États-Unis, donc même s'il y a des Amérindiens pas loin, il y a quand même beaucoup plus de chrétiens dans le. Il y a des Amérindiens. Il y a des Ouais, il y a des Amérindiens qui ne sont pas Amérindiens. chrétiens. C'est une religion Ok. amérindienne. Ouais, J'ai il y a gagné. des Amérindiens. Ouais, C'est les tout à natifs fait. d'abord. Mais c'est quand même la dominante et quand même Mais chrétienne. on parle des Mais les États-Unis, deux réponses comptent. Les deux C'était qui les réponses premiers valent. habitants des États-Unis? C'était les Amérindiens. les Chinois. Non, Bah, c'est les Amérindiens. vampires. Typiquement, c'est des Chinois qui sont C'est pas les traversés, vampires. par, Ils sont quand même, l'Alaska. Ils sont quand même amérindiens. Oui, ils sont devenus amérindiens au bout d'un moment. Alors On là, t'écoute. attention, quelle est la religion principale? Vraiment la principale, pas celle qu'on voit tout de suite, qu'on voit le plus, mais la religion principale dans Gladiator.
Gladiator. Pour ceux qui ne savent pas, un film très connu sur C'est- un général romain qui Est-ce était que la très réponse aimé est de contenue l'ancien. dans la phrase que tu viens de dire? Oui, mais elle a un nom au vin. Je sais Je sais plus c'est comment quoi, ça. mais c'est la mythologie romaine, quoi. C'est mythologie. C'est bien ça, c'est la religion romaine. Avec les plusieurs dieux, dieux, Avec les dieux, Zeus, Jupiter. etc. Ah non, pas Zeus, justement. Ah non, pas de Ça, Zeus. c'est Ah, c'est grec. Jupiter, C'est grec. Et excusez-moi. ça finit comment en fait? Il meurt ou il Ouais, meurt pas? c'est bien Il ça, meurt. c'est bien ça. Il meurt? C'est horrible. Et non, on nous dit dans le chat, on nous dit Cato, mais non, non, c'est pas ça. C'était encore quelques années avant, c'était encore 150 ans avant que la religion chrétienne quelques soit années. vraiment la religion principale dans Moi, l'Empire dans romain. 150 ans, Et pour l'anecdote, je pense que j'ai je été serais- cet été au Puy du Fou et il y a juste en 10 secondes, il y a une arène dans laquelle tu montes avec plein d'autres spectateurs. Tu es vraiment dans une arène avec les lions qui arrivent et les gens qui vont se faire manger et tout, et des jeux de bateaux en feu et tout. C'est impressionnant. Tu dis qu'en vrai, là, j'ai ressenti les gens qui sont à l'intérieur, qui étaient à ce moment-là en train de se faire manger avec les autres en spectacle. C'est horrible en fait de se sentir à la place de gens qui ont applaudi quand d'autres se faisaient tuer. C'est incroyable. Ouais, autre époque, autre J'imagine. mœurs. En parlant de combattants, on va parler de 300. combattants. Voilà, tout à fait. Les 300. Dans les 300, voilà, le film 300 qui est un vieux film, très beau film, très connu. Je t'entends pif, hein. Sur l'histoire des Spartiates. Bah, t'as donné la réponse. Oui, bien ça. T'as dit Spartiate. Ah, je suis pas entendu. Quelle est la religion à l'époque? Attends, laisse-moi réfléchir 2 secondes. Il a dit Spartiate. Non, j'avais mis Perse de base, mais j'ai changé. Ah non, c'est pas pareil. Moi, j'avais pas compris, alors j'ai fait de l'humour parce que j'ai mis la gourmandise parce que comme je connais pas le film, j'aime bien les 300. Persiates, ils sont C'est Petit déjeuner le Véronique matin. Grec. qui a la Oui, bonne c'est réponse, c'est la religion grecque. Il vénérait plus particulièrement Zeus à Sparte. Oui, bon. Alors, un film très connu tout aussi, je pense que vous allez devoir avoir la réponse. Dans Braveheart, quelle est la religion principale? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film sur l'Irlande, si je ne dis pas de bêtises. Sur l'Écosse. Écosse. Oula, j'ai dit une Ouh là 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 Ouh là là, là. Oh, tu ouh vas là avoir des là. problèmes, toi. L'Écosse. Il y a tout une à fait. allusion à l'Irlande, mais c'est l'Écosse. C'est mon île. Alors, quelle est votre réponse? Chrétienne. Point d'interrogation, chrétienne. Eh ben, c'est bel et bien chrétien. Je sèche. Pour le prochain, Faut que j'achète une vidéothèque. on te recommandera des films. Netflix, hein, tu sais. Alors là, je peux accepter plusieurs réponses. Dans le film Matrix, quelle est la principale religion? Là, c'est dur. Hein. Ah, c'est... Dans Matrix, quelle est la principale religion? Il y en a deux, hein. Il y a 2 trucs pour moi dans Matrix. Laquelle des deux est principale? Quelle est la religion principale? Attention, il va me falloir une réponse, messieurs. Si, t'as le droit de copier. Hein. J'ai même pas vu. Attends, je regarde. Savoir informatique, pas mal. Ouais. Ah, je l'ai tenté. L'élu, et c'est Véronique qui a la bonne réponse. C'est la religion chrétienne qui est la religion Chrétienne principale. Mais où est-ce qu'il y a des chrétiens dans Matrix? Néo, c'est l'élu. Bah, c'est la religion dans le film, pas celle qui est du film. Ouais, mais Mohamed, c'est lui aussi. Moi, Dans le on parle film, de l'élu. En soi, il y a plus de personnes qui sont dans la matrice que de personnes qui en sont en dehors. Et Et la voilà. religion principale dans la matrice, c'est les machines. c'est la religion chrétienne. Hein. Ah ouais, tu joues comme ça, toi. Ah bah écoute. Ah ouais, tu joues comme ça, toi. Alors là, c'est une facile. Ah, c'est une simple. Dans Indiana Jones. Lequel? Ah. Soit, T'es obligé de préciser. bah, en soi, presque toutes. Hein. C'est
Bah non, parce que c'est. Non, le temple maudit, c'est pas le même. Ah, c'est pas faux. Le dernier, dans le dernier Indiana Jones. Mais je l'ai pas vu. Tu as vu toi, moi, le dernier Oui, j'ai vu le dernier Ah. qui date d'il y a 2 ans, je crois. Ah non, Je pense que ça presque. commence à dater. Même pas un an, presque. Sorti cette année, en 2024. Je le tente, hein. Égyptien, Chrétienne. chrétien et... Chrétienne. Chrétienne. Eh ben, c'est bel et bien chrétien. Ça se passe principalement aux États-Unis, donc à la moitié du temps, ils sont. On aurait pu dire le premier, hein. Le premier, c'est. Là, je Alors là, ça va être compliqué, messieurs, dames. Dans le film ou la série, La Croisée des Mondes, Ouais. quelle est la religion principale? Ah ouais, mais alors. Oh, mais, Bah, si, quand ils sont dans le monde réel. Ah oui, non, mais si tu joues comme ça, c'est. Ah bah attends. C'est facile, à partir du moment où il y a un monde réel et qui est le même que le nôtre, c'est ça. En soi, il y a plusieurs mondes dedans, donc C'est Ouais, mais inconnu je pour connais, moi. après. C'est Narnia. Hein Tu as pas vu Narnia? Ah, ouais, c'est la oui. religion chrétienne, parce que même de toute manière, le magistérium se rapparente à la religion chrétienne. Donc, Non, mais ça, t'as dit que ça comptait pas. quel que soit le monde, c'est plus ou moins la religion chrétienne. Donc, Le roi lion, c'est chrétien. C'est chrétien. Ouais. Alors là, si vous trouvez la bonne réponse, je vous mets 5 points. Benjamin, tu n'as qu'un point. C'est qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, ça va être compliqué. Attends, je note le nom. Dans le Seigneur des Anneaux, quelle est la religion? Alors, j'ai pas l'orthographe parce qu'il est un peu compliqué comme nom. Hein. Moi, je sais pas écrire l'elfique. Dans Seigneur des Anneaux, alors là, si le chat vous l'avez, je vous dis chapeau. Je sais pas le nom exact, mais je connais le. Allez pas chercher sur internet parce que vous aurez du mal à trouver. Parce qu'il faut déceler parmi toutes les informations. L'orthographe est certainement mauvais, j'ai mis Iruvatar. Non, moi, les bonnes, c'est parce que je l'ai écrit en elfique. Ouais, c'est. Il n'y a pas vraiment de vrai nom, mais le principal dieu, c'est Iruvatar. Iluvatar, qui est le Qui est dieu de la création. créateur, qui a créé tous les Valar, Et quand on l'a écrit en tous les elfique, Maillards d'abord. c'est Alors bon. j'imagine que c'est la bonne réponse. Tout à fait. C'est la bonne réponse. Je vais croire en toi. Qui a créé tous les Maillards qui ont créé les Valar. Non, l'inverse. Qui a créé tous les Valar qui ont créé tous les Maillards. Ainsi de suite. Alors là, si vous n'avez pas la réponse, je m'en vais, j'écoute tout. Dans Harry Potter, quelle est la bonne religion? La bonne religion, c'est pas la principale, c'est la La bonne. principale. Bah, il y a le monde réel. Hein. La principale religion dans Harry Potter. Pierre-Marie, maintenant, il attend qu'on ait. Non, mais de toute façon, Non, mais de toute façon, j'aurais du mal à le mettre. C'est dans l'Angleterre des années 90, donc ouais, c'est la chrétienté, quoi. Et même chez les sorciers, j'ai un doute que ce soit pas ça réellement. C'est pas défini réellement, mais on part plus vers ça. Bah, je pense que ils sont pas chrétiens. Pour eux, Harry Potter, c'est leur Jésus. Hein. Peut-être pas exagérer non plus. Hein. Alors, pour la prochaine, faut pas se tromper. Pour Star Wars, quelle est la vraie principale religion? Dans Star Wars, la principale religion. Mais en fait, ça existe. C'est pas une religion, ça. Si, bah, c'est compliqué. Hein. C'est pas une religion. Bah si. Ça, c'est une religion. S'il faut croire que ça existe. Ça, c'est une religion. Non, ça c'est un ordre. Non, c'est une religion. Vous battez pas. Ah là, et pour une fois, j'ai la même chose que quelqu'un. Ouais. C'est bien la force qui est la religion. Non, c'est pas une religion. Alors, c'est quoi Parce que la la force rassemble le côté obscur et le côté clair de. Le côté clair-obscur. Mais Donc, si, c'était une c'est la religion. force qui est considérée comme étant. Non, Sith, c'est l'ordre des Sith. C'est une Ouais, religion. c'est- La religion, c'est si. un Et de toute façon, empire, les hein. Sith, ça peut pas être la plus grande religion, il y en a que deux. On s'en fout. Il m'a demandé une religion. Il m'a demandé une religion dans Star Wars. J'ai mis une La religion dans Star Wars. principale, ça peut pas être la principale, il y en a que deux des Sith. Non, il y en a tout plein. Non, il y en a que deux. Non, en soi, C'est une à religion. partir de Dark Sidious avec. Ils Non, ont c'est à plusieurs- partir ils de ont plusieurs- Dark Bane. Il y a Non, que mais deux Sith.
il y a... Oui, mais après, Dark Vador et Dark Sidious ont pris chacun des disciples, donc il y avait plus de sites. Et il y a eu des sites après. Voilà, on va pas partir sur le développement là-dessus. Dans Avatar, Les Sith établirent une nouvelle religion Sith et cultivèrent la pratique des pouvoirs du côté obscur de la Force. Donc Sith, c'est une religion. Tu viens de la De toute façon, citer. Tu viens de la de toute façon, citer. on t'a dit, Je peux il y en a permettre que qu'elle. deux, Tu viens de la donc, citer. De quoi? Tu viens de la citer. Bah, citer, ça a de l'humour. Ah, bravo, bravo. Donc, pardon, Avatar. Avatar. Lequel? C'est les deux les mêmes, même religion. Hein. Ah non, Ah, t'en as un, c'est Sardou. Hein. Sardou, c'est. Navi. Sur Merde, la j'ai donné la planète, réponse. Sur la planète Navi. Pandora, sur la planète Pandora, quelle est la religion principale? Parce que c'est vrai qu'à un moment, Et La Terre, donc ils c'est. se sont fait envahir, donc... Ah non, ils ont repoussé, sinon t'as pas. ils ont repoussé 2 fois quand même. Ouais, hein. mais quand même. Je sais plus c'est quoi le nom de ce truc, mais je mets ça. C'est un truc avec l'arbre de vie. Ah non, il y a une entité merde derrière. Oh, je sais plus. Grand-mère Feuillage, c'est Pocahontas. Ah oui, ça c'est vrai, je l'ai vu il y a pas longtemps. Il y a une entité derrière l'arbre de vie qui est la vie de. Moi, j'ai mis c'est Chrétienne la- Eloi. et Navi. C'est Eloi, ouais, C'est ça, c'est Eloi. Eloi. Et l'arbre de vie permet de Parce communiquer que avec Eloi. c'est vrai que Ah. techniquement, dans le 1, on voit la Terre, et que la Terre est plus peuplée que Eh ben Pandora, donc techniquement, la chrétienté Eh pourrait ben voilà, compter. encore un point. Après, pour si on Hop là. regarde les autres planètes de l'univers, je suis sûr il y a une planète. Il y a On plus n'en de voit que personnes, deux, on en voit que il y a une deux. autre religion. Eh ben voilà. Et là, pour la dernière, dans le film, tu ne tueras point, quelle est la religion principale? Je l'ai pas vu, mais... Ça se passe à quelle époque? Alors, ça se passe pendant la guerre de la Seconde Guerre mondiale, quand ils envahissent le Japon, Vietnam. Vietnam. Non, c'est avant, c'est après, Non, c'est avant. je sais plus. Non, c'est. Oui, C'est pas après, Japon, si, ouais. c'est après Pearl Harbor, c'est après Ouais, Pearl c'est Japon. Harbor, quand ils attaquent le Japon. Bon, je mets une blague, hein, mais. Mais techniquement, en vrai, ça se passe aux États-Unis. C'est pas faux. Hein. C'est la religion chrétienne, ça se passe principalement aux États-Unis. Ah mais oui, aussi, ça se passe Quand aux vous États-Unis. savez pas, vous mettez chrétienne. Oui, oui. Mais si, tu as c'est des chrétiens. Hein. Mais il n'y a que le personnage principal qui parle de chrétien. Hein. Non, bah non, parce que le militaire, le capitaine, dit qu'il est Oui, le chrétien capitaine aussi. aussi, c'est vrai. Le général aussi. Les- Mais en tout cas, il croit plus aux armes à feu qu'à la chrétienté. Hein. C'est pas faux. Mais là n'est pas la question. Donc je vous rends le micro, c'était la dernière question. Eh ben merci pour le jeu. Alors du coup, je rebondis sur le Seigneur des Anneaux, mais alors j'ai pas les noms en tête parce que je suis très mauvais dans le cinéma, mais pourquoi il lâche pas l'anneau au bout d'un moment quand il est au-dessus du volcan et que du coup au-dessus du feu là, et que d'ailleurs c'est cette espèce de mi-chien, mi-martien là qui le Gollum. pousse. Là. Alors je dis avec mes mots, hein, excusez-moi, mais En fait, ça, c'est l'ironie Tolkien. Ça se passe pas exactement pareil dans le livre que dans le film. Mais le but de l'anneau, c'est de survivre. Donc l'anneau, lui, il a un seul pouvoir, c'est de parler aux autres et de les tenter. Donc c'est. je croyais qu'il rendait invisible cet anneau. Alors, il rend invisible, mais pas que. Mais pas que. En fait, lui, le principal souhait de l'anneau, c'est un anneau. L'anneau est vivant. Le principal souhait, c'est de retrouver son maître. Donc, il va tout faire pour que la créature qui le possède le rende à son maître. Et il y a que 2 créatures qui ont réussi à peu près à pas à survivre aux effets, mais à contourner l'effet. C'est des hobbits, c'est Gollum et Frodon et tout ça. Et Bilbo. Voilà, merci. Bilbo et Frodo. Parce qu'en fait, les hobbits, eux, ils sont très casaniers, ils ont besoin de rien dans leur vie. Donc en fait, ils gardent juste l'anneau pour eux. Au lieu d'être tentés et de commencer à faire de grandes choses et essayer d'exploiter l'anneau, exploiter l'anneau, ce qui reviendrait à dire à Sauron où est-ce qu'il est, quoi. Eux, ils le gardent parce que c'est un bien à eux et ils s'en sont obsédés, d'où Gollum
que tu dis qu'il y a un mi-chien, n'importe quoi. Oui. C'est un hobbit qui est vieux de centaines, de milliers, de centaines et centaines d'années, qui a gardé l'anneau et l'anneau l'a gardé en vie. Parce qu'il lui faut quelqu'un pour le porter, pour pouvoir le trimballer à droite à gauche, pour histoire un jour il retrouve. Parce qu'en fait, l'anneau, il y a plusieurs anneaux ou il y en a Il y en qu'un? Plusieurs. Sauron a créé des anneaux qu'il a donnés à tout le monde, en leur disant oui, c'est des anneaux de pouvoir, donc ça va vous apporter richesse, gloire et tout ça. Et ces anneaux-là, en fait, lui, il a reforgé un anneau derrière qui a dit ah bah voilà, tous ceux qui portent mes anneaux, je les domine maintenant. Ah oui, Totalement. d'accord. Donc il a donné aux elfes des anneaux, mais les elfes ont créé des contre-anneaux qui permettent de stabiliser leur volonté. Donc ils n'ont pas été engagés par Sauron, ils n'ont pas été corrompus par Sauron. Il en a donné aux nains. Les nains ont été tellement corrompus par leur avidité que l'anneau les a poussés à encore plus assouvir leur avidité jusqu'à découvrir des balrogs ou alors avoir une richesse suffisamment grande pour que des dragons viennent les détruire. Et il en a donné aux hommes, et eux, les hommes, ils ont été corrompus par Sauron. Ils ont fait vas-y, mon ref, je te laisse la main libre sur ma vie. Ils sont devenus des sortes d'esprits vengeurs encapuchonnés qui n'ont plus de corps physique. Donc, ça, c'est les. Donc en fait, on fait un parallèle sur, en gros, le Satan, si on est chrétien, C'est le ça. parallèle qu'on fait simplement, c'est ça. Alors en fait, l'anneau, c'est quoi? Les 7 péchés capitaux quoi, L'anneau, c'est la tentation. Non, il y a pas c'est- tous les... c'est la tentation, ouais, il n'y c'est a la pas tous les tentation, péchés non. capitaux. Et du coup, en fait, pour la fin, Frodon a échoué à sa quête. Il a laissé la tentation de l'anneau gagner. Il n'a pas voulu le jeter dans les flammes. Sauf que Gollum, lui aussi, voulait l'anneau, donc il a essayé de le récupérer. Et l'ironie Tolkien qu'il y a dans le livre, et pas forcément dans le film, parce que dans le film, Frodon pousse Gollum dans la lave et l'anneau est détruit. Mais dans le livre, Frodon a complètement échoué. Il se retrouve par terre. Et en admirant Gollum qui a récupéré l'anneau, qui est content et qui danse, et pendant qu'il danse, il glisse et tombe dans la lave. Donc c'est ça l'ironie, c'est qu'ils ont tous échoué, mais ils ont quand même gagné à la fin. Parce Donc que Frodon a échoué sa quête, Gollum a échoué son truc. Ils ont tous échoué, mais ils ont quand même gagné parce que il y a juste Gollum qui a dansé, qui a glissé. Et c'est ce sur quoi Tolkien a voulu jouer pour faire ça. Après, il y a quand même une anecdote assez drôle sur Seigneur des Anneaux avec Narnia. Je sais pas si tu vois ce que c'est. oui, Les Tolkien et Lewis, donc l'écrivain de Narnia, étaient amis et ils se sont lancés des petits défis en écrivant les deux œuvres. Tolkien, lui, avait pour habitude d'écrire des romans qui étaient fort catholiques, avec une mythologie qui était inspirée de la religion catholique. Donc, Lewis lui a dit, écoute, toi tu fais trop de trucs catholiques, je veux que pour ton prochaine œuvre, ce soit un truc pas catholique du tout. Donc Tolkien, il a dû créer une nouvelle religion, créer un nouveau truc, et ça a donné la religion du Seigneur des Anneaux, ça a donné le Seigneur des Anneaux à la fin. Donc c'est quand même inspiré avec des valeurs, mais c'est pas exactement... on peut s'y retrouver, on peut retrouver des éléments de la religion, mais c'était fait exprès pour que ce soit pas ça. Alors que Narnia, Lewis, lui, avait pas l'habitude de faire des écrits catholiques. Du coup, Tolkien lui a dit, écoute, toi, en échange, tu me fais un livre où c'est full catholique, genre toutes tes connotations sont catholiques. Et ça a donné Narnia, où Aslan, c'est complètement Jésus. Il est là pour sauver les gens, il apparaît, on ne sait pas trop quand, mais à chaque fois qu'il est là, c'est le sauveur. Et à un moment, il se sacrifie pour sauver le bien de tout le monde, et ressuscite 3 jours après. Donc il y a vraiment beaucoup il y a une similitude avec quelque chose. il y a une similitude avec quelque chose, ça me dit quelque chose. Et donc, notamment dans le 3 où ils partent à la recherche du pays d'Aslan qui est en fait le paradis et c'est quand on meurt on y va quoi. Et ils laissent passer ceux qui ont fait leur bout de chemin et qui ont fait leur pèlerinage sur Terre quoi. Mais ceux qui ont encore un chemin à parcourir, ils laissent revivre tranquillement. Ouais, ça nous fait revoir des choses, nous, en tant que catho, de regarder un film comme ça. Enfin, il y a des Ouais. parallèles qui sont assez évidents, en fait. Ouais. Alors, moi, j'ai cru comprendre que cet auteur du Seigneur des Anneaux, qui s'appelle, comment vous dites? Tolkien. Alors il me semble que c'est lui, mais que c'était en plus un fervent chrétien. Enfin, quand je dis un fervent chrétien, c'était quelqu'un qui allait à la messe tous les jours et qui avait
grande connaissance des langues et en même temps de la mythologie effectivement, et aussi de la foi. Et ça donne quelque chose d'assez assez délirant quand même dans l'approche, parce qu'en fait, il arrive même à justifier quelque part les propres langues de chacun, la propre mythologie. Alors, vous parliez du dieu là Avatar. et Alors, dans qui est cité qu'une fois dans le film, d'après ce que j'ai compris. Dans le film, je crois qu'il est cité qu'une fois. En fait, Iluvatar, c'est le dieu créateur de l'univers dans les films Seigneur des Anneaux, dans les livres Seigneur des Anneaux, où s'il a créé l'univers, il est dans un plan au-delà de notre compréhension, au-delà de la compréhension de tous les hommes. Ce dieu a créé des serviteurs qu'il appelait les Valar. Ces serviteurs avaient des objectifs précis. On avait le Valar des forgerons, le Valar, voilà, toutes ces personnes-là. Ces Valar avaient eux-mêmes des serviteurs qui s'appelaient les Maillards. Dans les Valar connus d'ailleurs, on retrouve le fameux Morgoth, qui est pas son nom original, je sais plus c'est quoi son nom original, mais Morgoth c'est le méchant principal de l'univers de Tolkien, qui n'est pas Sauron, qui est le maître de Sauron, parce que Sauron c'est un Maillard, donc c'est un serviteur de Morgoth. Oui, on part un peu loin, c'est un peu compliqué. Et donc il y a tout ce qui est Maillard. Dans les Maillards on retrouve Gandalf, qui a un nom particulier, qui est... C'est quoi? Tu te souviens du nom de Gandalf, Geoffrey? Déjà, il change de nom en C'est, cours de route. Gandalf le blanc, Gandalf le gris. Oui, mais c'est pas son vrai nom, c'est Mithrandil. Sinon, le chat nous le dira. On dirait le Oui, nom d'un chat, médicament. vous l'avez pas? On demandait au chat, Donc, effectivement. voilà, il y a Gandalf, tout ce qui est mage en général sont des Maillards. Gandalf, Saruman, Radagast, voilà, tout ça sont des Maillards. Et après, les Maillards, il y a les races inférieures qui sont juste des petits esclaves à l'échelle des Valar. On a les nains, on a les hommes, on a les elfes. Enfin, pas des esclaves, mais la main-d'œuvre, quoi. D'accord. Les nains, ils servaient à Mhm. exploiter les montagnes. On avait les elfes pour prendre soin de la forêt, des choses comme ça. Non, les elfes, ils défendaient une terre sacrée, plutôt éloignée, plus éloignée de la terre du milieu. Qui est une terre où on ne vieillit pas, où on n'a pas besoin de manger. Un paradis, quoi. C'est ça. C'est rigolo, c'est parce que là, en fait, on est sur des films qui sont pas purement chrétiens. Il y a une mythologie, il y a une histoire, on peut y regrouper des choses. Après, on a des films aussi dans le cinéma qui sont des films plus chrétiens au sens, on va dire, plus clair de l'histoire. Alors, juste avant peut-être d'échanger sur les films chrétiens, quelques petites anecdotes, c'est qu'en fait, avec l'arrivée du cinéma, notamment, il est arrivé au bout d'un moment qu'au niveau de l'Église, il y ait des décisions qui soient du type qu'on ne recommandait pas du tout d'aller au cinéma. C'était quelque chose qui était limite interdit dans les premières images, en fait. C'est assez dingue d'imaginer ça maintenant, mais en fait, la nouveauté peut aussi parfois faire peur. Et du coup, ce n'est pas forcément des choses qui étaient recommandées, voire même quasiment interdites. Une deuxième anecdote aussi, c'est en ayant un peu creusé l'émission, c'est que je ne sais pas si vous aviez cette idée-là en tête, le premier direct en France qui soit hors plateau. C'est une émission chrétienne, je vous la donne en 1000. C'est un peu ce qui est actuellement sur nos chaînes le dimanche, si je vous dis ça. C'est une messe, exactement. C'est une messe assez particulière. C'était une messe à Notre-Dame de Paris, si je dis pas de bêtises. Et c'était une messe qui était la messe de Noël. Donc, c'est-à-dire que c'était une messe qui était filmée en direct, accrochez-vous bien, à 22h30, début de messe, en direct. Et que ce premier direct en tant qu'émission chrétienne ou de film catho avait fait grand débat parce que à l'époque, même si c'était filmé et très bien orchestré, c'était même millimétré quasiment, il y avait eu en fait
des adaptations, parce qu'il y a eu des films, on va dire, des choses filmées officiellement qui étaient retranscrites parce qu'il y avait une antenne qui était mise sur la cathédrale pour être diffusée après partout dans les régions. Mais il y avait aussi des gens qui filmaient de façon indirectement, qui étaient passés dans le champ ou qui avaient décalé un peu les offices et voilà tout ça. Et pour vous donner d'ailleurs un ordre d'idée de comment ça se passait à 22h30 pour la messe de Noël à Paris, c'est que tu vois l'hôtel principal, donc là tu imagines un évêque ou un archevêque, et en fait tous les autres hôtels, vous voyez, dans les cathédrales qu'on voit toujours vides, nous, et ben il y avait un prêtre qui officiait également et qui faisait également sa messe de Noël. Donc bon, bref, tout ça pour dire que la critique derrière, c'était que à l'image, il a été vu que des gens, des fois, dérangeaient un petit peu l'office, et ça avait fait grand débat. Et les critiques, c'était de se dire qu'en fait, les gens pouvaient, en gros, être à la messe tout en mangeant leur dinde au chapon entre un verre de blanc, quoi. Et c'était un peu le côté, quel est le sens de la présence réelle et tout ça. Et ça avait fait débat comme ça. Bon, bref, ce qui est rigolo, c'est qu'après, par la suite, maintenant, on est aussi très content d'avoir, et pour plein de personnes qui ne sont pas forcément capables d'aller à la messe, de voir la messe ce dimanche à la télé, par exemple. Mais c'est un des premiers moments de direct, notamment en France. Alors, Est-ce que tu connais justement le premier événement mondial qui a été diffusé en direct dans le monde entier? pour le coup, je me suis intéressé qu'à la France. C'est le couronnement de la reine d'Angleterre. Ah oui, Donc, c'est vrai, j'ai c'est vu. T'as également raison. une cérémonie chrétienne. Cérémonie chrétienne, ouais. Ouais, qu'il y avait, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait marqué, ça aussi. Ouais, c'est le couronnement de la reine d'Angleterre. Alors, en film chrétien, vous, là-dessus, est-ce que vous avez vu, par exemple, des films catho, par exemple The Chosen ou autre, il y a des choses que vous avez vues en film clairement engagé? Oui, pas mal, mais alors là, comme ça, à froid, Ah, tu ne tueras pas, moi ça me fait. j'en ai vu pas mal, mais Alors moi, le Chosen, par exemple, j'ai pas réussi à le voir jusqu'au bout. Alors moi, je suis un spécialiste de commencer les films et pas m'arrêter. Mais par contre, j'aimais bien le regard de... bon, en fait, c'est l'élu, hein, clairement. Mais par contre, ce que j'aimais bien, c'est le côté que Jésus est vu comme par le regard de ceux qui l'ont suivi. Euh, donc en fait, on a le parcours de Marie-Madeleine, je crois que si je dis pas de bêtises, qui est d'ailleurs possédée au début, c'est assez violent. Il y a, je crois que c'est Pierre ou Luc qui sont surendettés. Enfin, cette histoire-là est assez intéressante parce que c'est quelque part un regard de gens qui se font accompagner. Et d'ailleurs, ça avait été un peu critiqué en disant que il y a des choses qui sont pas complètement réelles et bibliques, mais c'est aussi un peu la magie du cinéma, répondait l'auteur, c'est que en fait il y a des choses qui peuvent aussi être un petit peu inventées. Et une critique qui lui avait été faite, c'était qu'en gros, Marie avançait dans le groupe des apôtres et qu'à l'époque une dame ne se serait pas retrouvée comme ça par rapport à un groupe d'hommes. Et il avait cité l'évangile avec la citation en disant Luc machin, je dis une bêtise, Marie se tenait au milieu des apôtres et suivait Jésus, par exemple. Mais pour rebondir à ce que tu disais, effectivement, en film, si, je pense qu'il y a quand même un qui marque par-dessus les autres, c'est La Passion du Christ Oui, de Mel Gibson. Où effectivement, moi, j'ai pas voulu aller le voir au cinéma parce que j'avais très peur de pas le supporter, parce qu'en fait, j'ai trouvé personne pour m'accompagner. Et je l'ai vu après à la télé, bon, ça a été. Mais c'est quand même très dur et on se prend la réalité de ce qu'a vécu le Christ en pleine face, quoi. Enfin, quand même, ce qu'il a subi. Tu te dis, il est mort pour nous et voilà ce qu'il a subi. C'est Oui. Avec des détails qui sont quand même horribles. Alors, si je sais pas si c'est dans ce film-là, mais je repensais on en échangeait avant l'émission sur au moment où le clou rentre là-dessus C'est ou horrible, d'autres hein. moments. Là, on imagine un Dieu qui, quelque part, se donne tellement par C'est ça. amour qu'il est prêt à se faire, quelque part, torturer. Hein, c'est de la torture, hein, clairement. Oui, je hein, pense donc, qu'à partir du moment où on sait le supporter, il faut avoir vu ce film. C'est très marquant quand même. C'est là qu'on se prend vraiment la réalité de la chose en pleine face. Et ça me fait penser aussi sur ça que
j'avais lu que justement sur la Passion du Christ, il y avait eu enfin, beaucoup d'acteurs où sur le plateau ça communiait tous les jours ou très souvent et qu'il y avait eu des signes vraiment forts. Enfin, je crois qu'avoir lu que les auteurs, enfin l'équipe avait eu, je crois, à un certain moment du film, un orage qui était dramatique et qui correspondait en gros au déchirement du rideau du temple, enfin voilà, qui était quelque chose des signes très forts également. Il y a un autre film, vous en avez peut-être un autre. Le film que je cherchais la dernière fois, c'est la prière, si je dis pas de bêtises. Si j'ai juste, c'est un enfant, un jeune ado toxico qui arrive dans une communauté où en gros c'est le travail et la prière. Et c'est quelqu'un qui refait un parcours comme ça. Mais Laura je avec crois Labora. que c'est... ouais, c'est ça. Mais je crois que c'est un peu dans cette approche-là. Il, alors du coup, va tout le côté de la dépendance, c'est très intéressant pour nos sociétés. La dépendance, là, c'était à la drogue, mais ça peut être à l'addiction au téléphone, au paraître. Enfin voilà, c'est un film, moi, que j'ai une fois de plus pas regardé jusqu'au bout, parce que je suis pas spécialiste de terminer les films, mais qui était une vraie claque. Enfin, je m'y suis retrouvé aussi. Il y a d'autres films qui vous viennent en tête sur le côté purement catho? Bon, je pense que de fait, on en a évoqué pas mal aussi depuis le début de l'émission, en fait, au fur et à mesure. Je pense on a un peu fait le tour de ce qui était vraiment très intéressant et percutant, on va dire. Oui, oui, après, oui. On peut parler de Tu ne tueras point, qui est aussi de Mel Gibson, qui est très très catholique. Moi, je le recommande. Alors, l'histoire en 2 mots? L'histoire de mots, pour les téléspectateurs, peut-être pour les viewers. Alors, l'histoire, c'est juste un personnage, Dixon, qui est interprété par. Très connu. J'ai un trou de mémoire. J'adore Andrew Garfield. J'adore cet acteur. Première apparition dans Doctor Who, pour ceux qui savent. Donc, Dixon essaye juste d'être. C'est un catholique dans la vie de tous les jours. C'est quelqu'un d'assez chétif. Il pense à son prochain. Il aide même plusieurs fois. Il sauve la vie d'un jeune homme qui s'est fait écraser par une voiture et tout ça. Et qui a un accident. Et du coup, il va lui sauver la vie en faisant les gestes de premier secours. Et en faisant ça, il se rend compte que c'est ça qu'il veut faire. C'est qu'il veut partir à l'armée. Là où tout le monde s'inscrit à l'armée parce que c'est la Seconde Guerre mondiale, lui il veut aussi inscrire, mais en tant qu'infirmier, pour aider à sauver des gens au quotidien. Donc pour lui, ça contredit pas sa chrétienté. Son père s'oppose contre son départ, puisque pour lui, il est trop chétif, il est trop bon, il est trop intelligent pour partir à la guerre. Mais lui, il se défend, il dit non, moi je te rassure, mon père, j'y pars sans armes, je n'y vais qu'en tant qu'infirmier pour faire le bien et pas répandre la douleur et le mal. Et il s'engage dans l'armée comme ça, sauf qu'il se retrouve pas il se retrouve dans une infanterie, dans une équipe qui n'est pas les infirmiers, et on lui dit non, mais tu dois faire ton entraînement comme les autres, tu dois faire les pompes, tu dois faire les exercices physiques, ça il n'est pas contre, mais tu dois aussi t'entraîner à tirer avec une arme. Et lui, il refuse catégoriquement de porter une arme, donc il se fait vite saqué par l'armée, l'armée ne veut pas de lui, il pense même à le renvoyer au pays, sauf que lui, il lutte pour pouvoir combattre sans armes, à tel point il passe en cours martial et là, il doit lutter contre son propre camp pour pouvoir affirmer ses valeurs. Et il se retrouve comme ça, fil en aiguille, pendant la guerre, sans aucune arme, en étant juste infirmier, et à sauver des gens. J'explique pas plus que ça, j'ai déjà raconté quand même la moitié du film. Il apporte un témoignage qui est absolument catholique. J'en ai eu des frissons en regardant le film. Ah oui, à ce point-là, ouais. De respect, où il y a peut-être juste une phrase qui est à retenir,
qui peut être inspirante dans la vie de tous les jours. Pour ceux qui l'ont vu, je pense que c'est la phrase qui est à retenir. Et pour ceux qui l'ont pas encore vu, bah, vous verrez quand vous verrez. Mais c'est quand il dit juste encore un. S'il te plaît, mon Dieu, juste encore un. C'est pour moi très significatif. C'est dans la vie de tous les jours. Il faut se concentrer sur celui actuel. Donc ça peut être une tâche à faire actuellement. Par exemple, aller, je sais pas, témoigner de ta foi à la messe, aller faire des rencontres, voilà, s'engager dans l'animation. Juste encore un, quoi. Tu demandes, tu pries à Dieu pour qu'il te donne la force de juste en faire un de plus. Mais tu continues tu te rends compte qu'en fait, tu t'as pas de fin, en fait. Quand tu le fais avec Dieu, tu y arrives, Oui. tu y arrives, tu y arrives, tu y arrives, tu y arrives. Et c'est ça, faut pas prier pour faire de grandes choses dans la vie, il faut juste prier pour faire des petites choses, mais les accumuler. Et c'est comme ça qu'on fait moins de chance, en fait. C'est en accumulant toutes les bonnes petites choses qu'on fait. Et ça, c'est une bonne morale que je trouve que le film arrive bien à transmettre, qui est absolument exceptionnelle, surtout dans le film. Et que je pense qu'il y a quoi philosopher. Eh ben, c'est une belle transition de fin que vous nous faites là. Merci Véronique pour ta participation et puis tes chroniques. Il faut encore peut-être justement que tu termines on va dire un baron d'honneur, c'est ça C'est qu'on ça. dit? Le meilleur pour la fin, en toute modestie. Eh ben, on t'écoute. Eh bien, alors, vous savez que je suis là aussi pour, à chaque émission, évoquer le saint du jour. Alors, savez-vous qui nous fêtons aujourd'hui? Non. Je sais, mais je vais pas dire. Ah oui, toi tu sais, mais tu vas pas dire. Alors, aujourd'hui, nous fêtons Saint-Timon. Alors, Saint-Timon, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. C'est Il y a pas Pumba. énormément lui. de saints de l'Église catholique fêtés par pair ou en groupe. Parce que voilà, c'était souvent des grands compagnons de route et de vie, par exemple comme Saint Pierre et Saint Paul, les saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël, merci ceux qui suivent, Comé Damien, Cyril et Méthode, ou encore les saintes Félicité et Perpétue. On citera aussi Saint Roch et Saint Quint, éventuellement. Mais je me vois dans l'obligation de te décevoir, cher Pierre-Marie. En effet, car Timon n'est pas fêté avec son compagnon Saint Pumba. Zut. Et non, car Saint Pumba n'existe pas. Même pas en sa version bienheureux ou vénérable. Vénérable Pumba, ça allait. Pas Saint Pumba. Donc Saint Timon, c'est un des 7 premiers diacres, avec les saints Étienne, Philippe, Procore, Nicanor, Parménas et Nicolas. Voilà. Il est cité au chapitre 6 des Actes des Apôtres, donc on voit c'est pas un saint très récent, hein, c'est un des plus anciens de l'Église catholique. À savoir que comme beaucoup de saints des premiers temps, il n'a pas vécu très vieux en s'éteignant de mort naturelle. C'est hashtag je te coupe. C'est ça. En fait, il prêchait, il annonçait la bonne nouvelle dans une époque que l'on sait ne pas avoir été très tendre avec les premiers chrétiens. On dit qu'il ne put rester en silence et la tradition veut qu'il évangélisa la région de Corinthe, où il fut condamné à être crucifié. Je ne sais pas ce qui se passait à Alors, Corinthe. c'était mais en haut alors, ou c'était ils en avaient bas, tout- hein. Voilà, c'est ça. Ça, on ne sait pas. Il a été crucifié. Il est aussi fêté, il a de la chance, il est fêté 2 fois lui. Il est aussi fêté le 28 juillet, mais là c'est avec tous ses autres compagnons. Pour l'anecdote, savez-vous quel prénom très répandu aujourd'hui en France est un dérivé de Timon? Alors, c'est pas Timéo. Pumba, Timéo. c'est Timéo, effectivement. Aussi parfois associé à Timothée. C'est au choix. Donc aujourd'hui, je souhaite une belle et chaleureuse fête à tous les Timons, et Dieu sait qu'ils sont nombreux à nous regarder, mais aussi les Timéo, les Agatanges, Caius, Conrad, Elphège, Expédite, Gérold, Gestin, Théodore et Vernier. On les embrasse tous et on sait qu'ils sont aussi très nombreux à nous regarder. Merci. Merci Véronique pour la chronique de Saint-Timon. Timon. Et pas Pumba. Et pas Pumba. Est-ce que nous sommes au bout de cette émission? Pourtant, le Roi Lion, c'est chrétien. Hein. On l'a toujours dit. Eh ben, nous allons terminer sur cette rencontre du plateau de ce soir sur le thème, c'était le thème cinéma.
On vous retrouvera d'ici quelques temps, donc ce sera le 28 juin pour notre émission avant l'été sur le sport et le sport aussi compétition, mais pas que. On pense aussi à un petit crochet par les Jeux Olympiques. Dans tous les cas, merci à votre présence ce soir. Nous serons visibles pendant une quinzaine de jours directement sur Twitch pour que vous puissiez nous revoir en replay. Et après, vous nous retrouverez sur la chaîne YouTube. Nous avons été présents ce soir en multi-support pour la première fois. Merci à la technique en surnombre ce soir qui nous permet la diffusion sur Twitch et YouTube. Donc, Benjamin, merci pour ta présence devant les caméras. Pas de souci. C'était un chouette partage sur votre culture cinématographique qui m'a fortement soutenu ce soir. Véronique, merci pour ta présence. Avec plaisir. Et du coup, on peut souhaiter à tous les viewers un bon vendredi soir et un bon samedi. Merci pour votre présence. À Bonne bientôt. soirée. Bonne soirée.